Mais t'es de quelle origine du coup? Irlandais. Irlandais. Irlando-suisse. Parce que voilà, parce que Irlando-Suisse. Ouais. Ah, c'est spécial. C'est spécial, ouais. Non, mais genre, c'est pas commun, je pense. Pas tant, non. un marocain belge. Ça... Oh, si, marocain belge. T'inquiète pas, avec mon lambec. C'est ça. Ok. Bon, on va démarrer justement sur cette belle intro. Donc aujourd'hui, on reçoit Sean Seal, comme le disait Marin. Sean, c'est un coach de performance qui s'intéresse avant tout à tout ce qui est conditionnement et tout ce qui est aussi profilage physiologique pour les athlètes de CrossFit, mais aussi pour tout ce qui est sport d'endurance. Et il a aussi plusieurs casquettes, parce que je sais que tu es formateur, tu fais des séminaires un peu partout dans les box, et pas que, j'imagine que tu dois faire ça dans d'autres types d'organismes. Il était en séminaire là, dans une box à côté de chez nous, c'était quand? C'était samedi, dimanche que tu as fait ça? Samedi, c'est ça. Voilà, donc il fait des interventions séminaires. Ils vend aussi des coachings et des formations à distance, je crois, c'est ça? Tu fais du coaching à distance et tu fais des formations sur ton site Upside Strength Academy. Ouais. Et en plus de ça, il a une chaîne YouTube sur laquelle il propose du contenu, du podcast, bien sûr toujours lié au conditionnement. Et d'ailleurs, les gars, je ne sais pas si vous avez été checker sa chaîne. Il a fait un podcast avec un mec assez solide. J'étais surpris quand j'ai vu ça. Il a fait un podcast avec un mec, le mec qui a créé, si je dis pas de conneries, Vertical Diet. Ah oui, Oui, j'ai vu. Ça, le en podcast plus, on en a entier. déjà essayé ça en plus, plusieurs fois. Moi, je suis toujours ses principes, plus ou moins. Ouais, super intéressant, le mec il est vraiment super calme. Ça fait un moment qu'il est dans le game et c'était vraiment déjà un plaisir de pouvoir le recevoir et de voir la manière dont il partage les infos. C'est très simple et à la fois très complet, donc c'est cool. Ouais, puis Stan Efferding, je trouve que c'est vraiment le crossover parfait entre le mec qui a une dégaine vraiment de beathead, tu vois, genre il est énorme, c'est un putain de bodybuilder C'est le powerlifter, Rhino, ça. et en même temps le mec quand il ouvre la bouche, tu vois, il est hyper smart, il propose un vrai contenu, et surtout je trouve que ça fait hyper longtemps qu'il est là en fait. Il a réussi quand même à durer, il a coaché la montagne aussi, je crois. C'est lui qui a moins que. Ils ont une vidéo à Costco, je crois, qui est assez marrante. Je crois qu'il y a beaucoup de strongmen qui sont passés sur... par sa diète parce que ça accumule la digestibilité avec le besoin de 10 000 calories par jour. Voilà. Ce qui est pas C'est lui qui facile à l'avait faire. aidé C'est clair. pour sa sèche, non? C'est ça? C'est Il était possible. redescendu à 140, je crois. Non, sur la période de prise de masse, il était déjà avec lui Ouais. quand il fait 500 en hauteur. Et après, sur la période de sèche, c'est pareil. Ok, donc la diète que j'avais essayé pour une journée, c'était. C'était Ferdi. Et t'as eu son contact comment? C'est une bonne question. Je crois que je lui ai envoyé un DM sur Insta. Il y a beaucoup de culot dans le sens où il y a des gens comme un qui me ressort là, Sam Locke, qui était jusqu'à récemment le recordman du monde sur le 1000 mètres sur le rameur indoor, qui a été repris récemment par le frère de Eddie Hall, du coup, James Hall. Mais Sam, du coup, ça faisait. Je le suivais quand je faisais du rameur il y a. Combien de temps de ça? Beaucoup trop de temps. Il y a 4-5 ans, je faisais beaucoup de rameur. Et je lui avais envoyé un message quand j'ai commencé le podcast, il y a plus de 3 ans. Pas de réponse. Et je l'ai relancé une fois tous les 6 mois. Et là, il y a 6 mois en arrière, il m'a répondu et je l'ai eu. Donc, des fois, il faut insister un petit Oui, peu. des fois, il faut demander en fait, on n'y pense pas, mais. Et le record qui est de? Ouf, Vous avez en tête 2,40. Je veux te dire 2,42, mais je suis pas sûr. C'est dans les 2,40, c'est sûr. Non, mais j'aimerais bien savoir voir la gueule du rameur pour le record. Le rameur, à mon avis, doit être cloué, soudé au sol, parce que sinon, le truc, il s'arrache. Je suppose que le frère de Eddie Hall, en plus, ça doit pas être un mec Ouais. de 60 kills. Tu nous as parlé justement que tu as fait du rameur indoor. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapide récap un peu de ton passé sportif et aussi nous dire comment tu as découvert tout l'univers de l'entraînement fonctionnel et du crossfit et comment tu en es venu à travailler là-dedans, quoi. Avec plaisir. Étant jeune, j'ai fait du foot. J'ai fait quelques sports de combat, mais alors pas pendant très longtemps. J'ai fait un peu de judo, un peu de karaté, un peu de kung-fu. Ensuite, je suis passé sur le rugby. J'ai fait du rugby pendant 6 ans. J'ai joué en Suisse. Alors, le niveau suisse n'a rien à voir avec le niveau français. C'est en gros les gros jours de championnat, genre finale de championnat, c'est peut-être de la Fédérale 3. Donc voilà. Donc, je jouais plutôt honneur. Et donc j'ai joué en Suisse. J'ai joué avec l'équipe suisse junior parce que je jouais au rugby et ils n'avaient pas assez de monde. C'est pas très dur de se faire prendre. En tout cas, quand je jouais, c'était pas. Et ça a monté depuis ou c'est Le niveau global monte progressivement, surtout chez les jeunes, je dirais. Après, honnêtement, au niveau du championnat de la Première Ligue, quand moi je jouais, on avait une équipe. Je pense qu'on gagnait facilement le championnat cette année et les quelques années précédentes. On avait pas mal d'expats, on avait pas mal de gars qui venaient de France, des gars qui avaient joué un très bon niveau.
Et enfin, moi, j'avais 18 piges, je commençais et c'était génial de pouvoir jouer avec ces gars-là. Donc, rugby. C'est plus ton côté irlandais qui t'a poussé au rugby que ton côté suisse, du coup. Bah, c'est mon frère, en fait, qui avait commencé le rugby avant moi. Et un jour, il m'a dit, viens jouer, quoi. Tu Et jouais quel poste? Arrière. Arrière? Ouais. Donc tu courais déjà. J'avais des cannes, ouais. Et du coup, bah, j'ai commencé à jouer et ça m'a tout de suite plu, quoi. Il y avait le côté physique, il y avait le côté course à pied que j'adorais. Et c'est vraiment un sport que j'affectionne tout particulièrement, qui est pas trop aimable sur le corps, mais ça reste un très très beau sport. Et bah, tu regardes l'essor des niveaux même à l'échelle internationale maintenant, de ce qui se fait maintenant par rapport à il y a 10 ans. Et pour ceux qui suivent un peu tout ce qui est stratégie, tactique, enfin, c'est tellement clinique maintenant à haut niveau, c'est vraiment fascinant à regarder, je trouve. Ça a une plus forte progression que le foot sur les 10 dernières années. C'est pas des sports que je connais, donc C'est pour ça possible que- parce que le foot était déjà très gros, alors Ouais. que rugby, avant les grosses finales qu'ont fait l'équipe de France, ça a vraiment explosé. Je Ok. trouve que ça se voit surtout sur le niveau physique. Ouais. C'est que, en fait, tu regardes l'équipe des All Blacks quand nous on était gosses, c'était des ovnis les mecs. Et maintenant, je trouve que le physique un peu All Blacks de cette époque-là, c'est un peu le physique lambda presque maintenant de Ouais, toutes c'est les plus grosses gros, équipes. même Quoi. maintenant, hein. T'as tous Oui, les. non, mais les All Blacks sont plus gros, mais maintenant toutes les grosses équipes, tu regardes l'équipe, je sais plus comment ils s'appelaient. Les Tongiens, quand ils sont venus. Non, des Français dans les années 80, Ah oui, oui. 90. Transformé. Les mecs sont tous maigrichons, etc. Mais par contre, ils sont hyper stratèges. Et tu regardes maintenant l'équipe de France actuelle, c'est le All Black des années 90 en termes de gabarit. Bah Les ça, All Blacks on sont pourra continués à en grossir. parler quoi. avec Fred Marcerou, le prépa de l'UBB, parce qu'on a prévu de l'avoir en podcast aussi. Donc, Ça, la ouais. préparation physique dans le rugby et l'évolution, justement, pour avoir ça avec lui. Ouais, des gabarits, ça change un petit peu. Il y avait aussi les Sudaf, il y avait eu le buzz à un moment. Les mecs étaient partis faire 3 mois de préparation, je crois. Ah oui, c'était transformé l'été, on a vu. Transformation. Transformation. Ils avaient fait un petit camp d'été. Une petite cure au soleil. Programme mass-up de 3 mois. Ouais, je pense que la grosse différence que je vois, en tout cas, c'est qu'il y a 15 ans en arrière, tu avais vraiment une dissociation claire entre les avants et les trois quarts. Tu avais des gros devant qui mettaient la tête et qui tenaient pas trop le ballon dans les mains. Et maintenant, tu as des gros derrière. Et... Bah, en fait, maintenant, tout le monde est super complet. Et du coup, tu peux faire des passes à ton pilier et tu sais qu'il va tenir la balle, qui des fois, enfin, tu vois le niveau d'athléticisme général qui s'est vraiment développé. Donc j'ai fait ça jusqu'à 22, 23 ans. Après, je me suis exporté au Canada et j'étais à l'école là-bas. En gros, je voulais éviter de me blesser parce que ça aurait pu compromettre mon visa. Et j'avais découvert le CrossFit un petit peu avant ça, via des vidéos en ligne et tout. Du coup, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait quelques cours d'introduction à Vancouver. Et ensuite, je me suis entraîné un peu tout seul dans mon garage. J'avais ma barre dans la rue et je m'étais fait une petite barre de traction. J'ai fait mon truc. Je me permets, je te coupe sur la Ouais, salle vas-y. de Vancouver parce que j'ai écouté un podcast que tu as fait avec Ellie. Ouais. Et j'ai vu que pour le onboarding là-bas, ils avaient une méthode assez cool. C'est qu'en gros, Ouais. tu as un coach Ouais. qui te fait tes 10 classes, c'est ça, si j'aurais bien retenu. Ouais. Et après, tu gardes ce coach à chaque fois pendant les prochains mois. C'est- C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs coachs dans la salle qui donnent les cours, mais en fait, le mec avec qui tu fais tes cours d'intro, c'est le mec qui te quasiment coachera après. toi-même. Et donc, Oui. tu gardes des groupes de niveau aussi un petit peu. En gros, si c'est bien- si Ouais, j'ai en bien gros, compris. c'était un modèle un peu coopératif, très très intéressant, où en gros, tu as plusieurs coachs qui opéraient dans la salle, mais comme indépendants en fait. Ok. Et quand tu faisais tes classes en fait au départ, tu avais minimum 10 classes ou 10 cours en indiv, en privé, Ok. pour en gros que tu aies le niveau prérequis pour rejoindre ensuite les classes. Et si le ou la coach qui t'encadrait déterminait que tu n'avais pas encore le niveau, Il fallait que tu tu continues. faisais plus d'heures pour pouvoir intégrer leur classe. Et une fois que tu faisais ça, tu intégrais leur groupe. Et donc, tu avais le ou la même coach du début à la fin. Et s'il fallait faire des rappels chaque mois, des choses en indiv, eh ben, il faisait ça, c'était très intéressant. Ouais. Tu plus te de souviens suivi. du prix d'un suivi comme ça? Parce qu'évidemment, Non. en France, sur une box qui fait 70 € par mois, c'est compliqué à mettre en place. Ouais, non, honnêtement, je me rappelle pas. C'était un petit peu plus cher que les autres box, mais après, enfin, je cherchais à faire les choses bien, à apprendre de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, donc c'était un bon départ. C'était quelle époque ça, pour vrai? C'était quand je suis arrivé au Canada, du coup, ça fait il y a 10 ans à peu près. Ok, donc ouais, bien en avance quand même par rapport à ce qui se faisait déjà en France quand tu disais que tu avais commencé le CrossFit. Ouais, c'était vraiment les premiers jours de. Enfin, c'était pas. Alors, ça faisait 10 ans, ça fait quoi? 13? Ouais, mais en gros, j'ai suivi tous les OG un peu, les James Fitzgerald qui a gagné le premier, Jason Kalipa qui a gagné en 2008. Enfin, j'ai vraiment suivi. Depuis ce moment-là, j'ai vraiment suivi. Et à l'époque, c'était vraiment le temps des vidéos dont je me rappelle. Je sais pas si vous les avez vues un peu, celle avec Rob Orlando, Si, qui est strongman. Strongman. Ouais. Et des gars comme Dave Lipson qui en gros étaient des mecs super forts.
Et donc, il faisait pas trop les trucs qui étaient durs en cardio. Par contre, il doublait les barres sur Grace et des trucs comme ça. C'est les Puis- premiers à avoir fait Evie Isabelle, Evie C'est- Gaël. exactement, Cette exactement. vidéo-là, là. Et Et c'était. Koeman qui faisait les trucs avec les crossfitters. Là. Ouais, il c'est est ça. passé à Bordeaux déjà, à Orlando. Ouais, c'était aussi l'époque de, comment il s'appelle, John Welburn, qui avait CrossFit Football et qui parlait de différentes manières d'aborder le CrossFit. C'est là où tu commençais à avoir de la dissociation sur le strength bias CrossFit et tu vois des gars qui se spécialisaient un peu à gauche et à droite. C'était super intéressant. Via le CrossFit, du coup, je découvre l'haltéro que je connaissais de mon enfance à regarder les Jeux Olympiques, mais en gros, je regardais un gros gars qui tirait une grosse barre et je comprenais pas ce qui se passait. J'ai appris un truc de fou. Apparemment, c'est l'épreuve des Jeux Non. Olympiques la plus regardée. J'ai entendu ça. Ah ouais Il s'est gouré dans le podcast. Il s'est Tu gouré. parles de Radio Dixie. Ouais. Il s'est gouré, je crois que le dernier JO, c'est 8ème. C'est quand même pas trop mal, mais c'est 8ème sport. L'épreuve d'haltérophilie, c'est quand même. Bon, c'est 8ème, ça reste. Tu Parce, te mets. parce Sur, que, sur, parce sur que t'as- 10 sports. Non, mais parce que tu as toute l'Asie centrale, toute l'Asie qui regarde beaucoup. Après, les sports les plus regardés, c'est gymnastique artistique, athlétisme, natation. C'est ok. pas... Je Parce suis allé vérifier parce on que a j'étais écouté un surpris. podcast et on a écouté le même et le mec il nous disait que, enfin il disait que donc l'épreuve la plus regardée c'était l'haltérophilie. J'avoue que j'étais sur le cul quoi. En France, Ouais, je c'est sais que l'événement sportif qui déplace le plus de monde, c'est le MotoGP. Bah, celui qui C'est a eu bon. ce, C'est le week-end dernier, ouais. C'est le plus gros événement sportif de France en termes de foule déplacée. Ok. Bon, Ouais. désolé pour la digression, mais c'est Non, non, parce que c'est- j'y ai pensé. Je me suis dit sinon j'ai. C'est toujours bon à savoir. Donc t'as découvert l'haltéro. J'apprends des trucs. Je découvre l'haltéro. Du coup, je me lance dedans et je m'entraîne en haltéro pendant 1 an et demi à peu près. J'avais un coach du coup qui n'était pas avec moi, donc c'était vidéo à toutes les séances, t'envoies toutes les vidéos, feedback et tout. C'était une période en rétrospective, c'était une période un petit peu compliquée. Ma femme était enceinte, je travaillais beaucoup, je passais beaucoup de temps à la salle. Si je devais le refaire, je pense que je m'entraînerais moins et je passerais plus de temps à la maison pour la soutenir avec le petit. Mais quoi qu'il arrive, voilà, j'ai fait quelques petites compètes locales en haltéro. Et c'est à ce moment-là, en fait, je faisais de la peinture en bâtiment à ce moment-là. Et c'est dans cette période-là que je fais la transition, en fait, chantier-coaching. Parce que je passais toutes mes heures sur mes échelles à peindre les maisons à Vancouver, je les passais à écouter des podcasts. Ok. Podcasts de tout, mais tout autour du sport, en fait. Surtout autour de l'haltéro, renfo, crossfit. Et je me rappelle, j'avais mon bouquin Science and Practice of Strength Training de Zatsiorsky et Kramer, je pense que vous connaissez bien. Zatchersky, ouais. Tu l'as pas su là, ça? Moi, je l'ai. C'est lui Je qui l'ai l'a. en PDF. Et ça c'est le truc que je prenais dans le bus en allant au boulot, je lisais ça dans le bus et ma femme, elle m'a dit un jour, mais qu'est-ce que tu fous, faut que les gens te payent pour toutes ces études que tu fais. Et ben, grâce à elle, du coup, j'arrête de peindre, je passe un certificat de coaching et je commence à faire du coaching sportif, quoi, coaching privé. Je bosse dans quelques salles à Vancouver, toujours avec un petit fil indépendant à côté. Enfin, je savais que je voulais faire mon propre truc. Ça m'a pris 2 ans et demi, 3 ans avant de pouvoir vraiment être à temps plein, on va dire en indépendant. Je louais du temps dans un petit studio, ça se passait bien. Et après, au niveau sportif, ben, à ce moment-là, je me replonge un peu dans tout ce qui est cardio et je me pose sur un rameur et je découvre que j'aime bien ça. Et du coup, j'ai poussé un petit peu l'enveloppe sur le rameur pendant 1 an et demi à peu près. Fait 1 ou 2 compétitions aussi. Et puis ensuite, via le coaching, via ma fascination pour la physiologie, en fait, que j'ai découvert via un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui avant était dans le milieu du CrossFit, qui bossait avec Training Think Tank, Ok, ouais. une grosse organisation de coaching CrossFit et d'éducation aussi aux États-Unis, menée notamment par Max Elhaj. Et pour la petite histoire, il bossait à la base avec James Fitzgerald, Ok. qui est le gars qui a gagné les premiers CrossFit Games, Ouais, qui était premier vraiment le Games. OG de chez OG. Donc je les ai suivis depuis le début. Et Evan qui parlait vraiment de manière très pointue de la physiologie de l'exercice. Et c'est par ce biais-là que je me suis plongé dedans. Et j'ai toujours pas sorti le nez, quoi. Et voilà, donc ça fait un petit peu le tour niveau sportif. Après le rameur, je me suis blessé au dos de manière assez grave, dans le sens où ça a duré très longtemps. J'ai traîné ça pendant... Avec le rameur ou c'est le En stress partie, qui mais le- c'était l'accumulation Ouais. de... Boulot, le stress. stress. T'es fait quoi comme blessure? Alors, j'ai pas eu de scan ou quoi, mais je pense que j'ai eu en tout cas 2 belles hernies et c'est quelque chose qui me limite encore pas mal aujourd'hui. Donc, en termes de charge et tout ça, je fais vraiment pas beaucoup du Et tout. t'avais peut-être été fragilisé avec le rugby aussi, je sais pas, non? Peut-être non. il y a pas- Je pense, non, c'était vraiment cette période où je faisais du rameur et en plus, alors c'était la période où je savais pas trop ce que je faisais, mais en gros, j'avais décidé que c'était une bonne idée
le calendrier d'Aviron se termine, je crois, début mai, quelque chose comme ça. Donc la nouvelle année commence en mai. Et sur le site Concept 2, sur la plateforme en ligne, ben, tu as ta saison en fait Qui est déjà programmé, quoi. qui est là. Et je me suis dit, ben, avant la fin de la saison, je veux essayer de battre mes PR, mes records perso. Et donc mon planning, c'était en gros, chaque semaine, j'essayais de battre 2 records perso. Comme un teubé. Ça a duré 4 semaines. Et après, j'ai explosé comme un popcorn. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était le truc. Ensuite, je travaillais beaucoup, je dormais pas mal de stress. Et donc ça m'a pas aidé. J'ai traîné ça pendant très longtemps. Donc voilà, aujourd'hui, je suis pas aussi actif au niveau sport que je le voudrais, mais en gros, réhab pour le dos. Et j'essaie de prendre soin de moi pour pouvoir bien bosser et passer du temps avec ma famille. Donc niveau sport, j'en suis là. Mais ça me va, je vis au travers de mes athlètes et des gens que j'accompagne. Et donc ça... De toute façon, je pense que j'aurais pas assez de place mentalement pour me pousser niveau perf. T'as quel âge, Sean? 33. 33. 34, pardon, 34. Donc c'est jeune. Non, après, non, mais dans les sports d'endurance, la maturité elle est un peu plus tardive que l'haltéro ou la gymnastique artistique. Mais... Ouais, j'aurai le temps d'eux, mais au final, après, comme je te disais avant, c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle encore Même le mental, t'as peut-être envie de te consacrer à d'autres choses plus dans le taf ou ouais, c'est dans ça. la famille. C'est une question d'attention et d'énergie. Bah, c'est ça. Là, je décide de vraiment mettre toute mon énergie sur le boulot parce que j'adore ça. Je suis en train de développer mes activités, mon entreprise, et j'ai vraiment envie de faire ça bien. Et je sais que je peux pas tout faire en même temps. Enfin, j'ai appris ça à tes dépens, ouais. à mes dépens. Donc voilà, ça c'est le focus actuel. Bah, de toute façon, nous, c'est un peu ce qu'on vit quotidiennement aussi. Hein. Nous, on essaye de quand même de performer un peu à l'entraînement parce que c'est un peu notre carte de visite. Et puis, c'est aussi ce qui nous a poussé à créer tout ça, parce que c'est une passion à la base. Et en même temps, il ne faut pas non plus que ça déborde trop parce que sinon, ça peut empiéter sur le travail ou la vie perso, etc. Et puis, tu vois, par exemple, là, le pauvre marin, sa blessure, ça lui met quand tu te blesses, ça te met un frein sur le loisir, mais surtout sur le travail. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention. C'est un outil de travail. Ça te plombe en fait, donc du coup mentalement pour tout. Ouais, non, mais voilà. Mais c'est peut-être aussi l'événement de ta vie qui fait justement que tu vas dire à partir de maintenant, j'ai 32 ans, je suis un petit peu moins que ces performances, je me concentre. Mais tu avais déjà un peu fait ce shift-là, c'est ça qui est un peu dur justement, je pense que tu l'avais déjà fait. J'avais fait ce choix-là déjà, je m'étais blessé, je m'étais fait un déchirement d'enveloppe de disque intervertébral au niveau lombaire. Ouais. Il y a de ça, c'était à 3-4 mois. Du coup, je m'étais dit, je vais mettre un peu de côté le sport performance sur les mouvements de force. Et puis parce que je m'étais dit, aller chercher 2,80, etc. En fait, c'est des barres où tu as de gros risques de blessures. Ouais. Trop de sacrifices et aussi pour le résultat. Et pendant 1 an ou 1 an et demi, tu te mettais dans le guidon et je m'étais dit, en fait, j'ai déjà fait des choses dont je suis content et fier. Ouais, c'est ça, ouais. Et je m'étais dit, vas-y, je vais commencer à faire de l'haltéro, ce sera plus cool. Et puis je me suis blessé sur un truc bête qui n'est même pas en plus dans de la pratique sportive, tu vois. Ouais. Donc, ouais, bon, de toute façon, faut que ça passe. Le jeu, ouais, mais après, voilà, ça vient aussi avec le temps, je pense. En intro, j'ai mentionné le terme profilage physiologique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond et voilà, comment tu pratiques ça parce que ça, c'est ce que tu fais dans tes séminaires. Je crois que tu as une partie théorique, etc. Et après, avec ceux qui veulent, ou je sais pas si c'est une option, un peu comment ça fonctionne, mais tu fais ça en plus profilage physiologique. Ouais, c'est en parallèle. En gros, c'est un test d'effort, pour faire simple. Après, au niveau physio, ce qui m'a intéressé depuis le départ, c'est d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Et maintenant, ce que j'essaie de faire via ces évaluations, c'est en gros de déterminer le profil de l'athlète pour mieux individualiser ses entraînements, faire en sorte qu'il puisse mieux gérer sa charge d'entraînement, faire en sorte qu'on ait des benchmarks aussi qu'on va pouvoir suivre dans le temps pour suivre l'évolution des choses. Ce que je trouve très intéressant et ce qui est contre-intuitif dans le cardio, c'est que là où en haltéro, tu as ton 1RM et ça va déterminer beaucoup de ta planification en termes de pourcentage et autres, les choses qu'on cherche à mesurer au niveau physio en cardio, ça se passe au niveau sous-maximal. Donc ce n'est pas toujours des choses qui sont évidentes à faire sans matériel. C'est possible, il y a des moyens de passer par le RPE, des choses très très simples pour y arriver, mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ça demande de faire des mesures un peu plus poussées. Donc l'idée, c'est moins précis le RPE en gros. Alors oui, dans le sens où si tu veux une mesure quantitative, tu es obligé de passer par une valeur physio. Mais en même temps, je pense qu'on en parlait hier avec Guillaume Denis chez HFS, je pense que le RPE est grandement sous-estimé à l'entraînement. Et de manière générale, je pense que c'est un outil très 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 intéressant qui est du coup à la portée de tous, qui est
à l'heure actuelle sous-exploité parce que On est que sur du percentage-based training. ouais, puis on veut de l'objectif, on veut des datas, on veut mesurer. Ouais, mais c'est pas objectif, c'est subjectif, du coup ça sert à rien. Bah, je pense que c'est justement pour ça que c'est aussi intéressant parce que du jour au lendemain sur même tu prends l'haltéro sur une même barre, ton ressenti peut être très très différent. Ouais, tu peux avoir 15-20% de différence. C'est ça. Et du coup, si tu travailles au ressenti, ça peut être très très intéressant. Donc, La difficulté, c'est de sensibiliser aussi le public qui est un peu novice à c'est ça. tout le parce travail. que ça, C'est ça. en amont, tu es obligé de travailler là-dessus. Voilà. Tu peux pas du tout travailler avec des notions de RPE Je suis un sur des débutant. publics novices, puisqu'en fait, eux, ils vont pas savoir en gros Identifier, leurs limites ouais. exactement. Ouais. Et- Ça, c'est un peu la limite, je trouve, de la méthode. Et plus j'avance, et plus je pense que c'est justement un des aspects sur lesquels on peut travailler en tant que coach. C'est non seulement aider les gens qu'on suit, que ce soit clients, athlètes, patients ou autres, au niveau du coaching technique, mais il y a aussi le coaching du ressenti, en fait, que l'on devrait intégrer dès le départ. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez fait et qui servirait à beaucoup de monde. Je pense que les meilleurs athlètes, alors ils sont très 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 forts bien sûr, mais je pense qu'ils savent aussi très très bien s'écouter et ça fait partie de leur force. Bah, nous, on le voit aussi ici avec les gens qui performent chez nous, que ce soit en crossfit ou en haltéro, c'est les gens qui se connaissent le mieux quand même. Oui. Je pense que tu peux le dire, Louis. Hein, Ouais, c'était- Après, ils ont aussi le coach qui les aide à leur donner un cadre aussi de ah, t'as vu la dernière fois t'étais comme ça, t'as fait ça. C'est Bien aussi sûr. eux qui sont marqueurs C'est ça. des références comme ça. Et je voulais savoir un peu comment ça se matérialise du coup un profilage physiologique. Comment ça si je te dis vas-y, tu peux faire mon profilage physiologique, comment ça va se passer en gros? Alors avant que quelqu'un vienne me voir, je leur fais faire un ou deux tests de performance. Donc en général pour les crossfitters par exemple, je leur fais faire un 3 minutes sur vélo et un 12 minutes sur vélo. L'idée, c'est que moi, ça me permet de calculer, pour faire simple, leur deuxième seuil. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas les concepts de seuil, l'image que j'aime bien utiliser, c'est celle de l'eau. L'eau, on peut la trouver dans 3 états différents, solide, liquide, gazeux. À 0 degré, tu as le point de transition solide-liquide. À 100 degrés Celsius, tu as le point de transition entre liquide et gazeux. Et en gros, dans le corps, sur un mouvement cyclique continu, donc par exemple le vélo ou la course à pied, on va avoir ces 3 états internes distincts qui sont en gros séparés par ce qu'on appelle des seuils. Donc on a un seuil 1 et on a un seuil 2. Et donc via ces mesures de performance, 3 minutes, 12 minutes, moi ça me permet de calculer le seuil 2. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut que je puisse calibrer l'évaluation par rapport au niveau de la personne. Si je prends quelqu'un de débutant et quelqu'un d'élite en cyclisme, ça ne va pas être le même test. On ne va pas faire les mêmes paliers, on ne va pas faire les mêmes intensités. Donc avoir ces mesures de perf au préalable, ça me permet de bien calibrer le test. L'objectif de l'évaluation pour moi, c'est d'avoir une dizaine de paliers complétés. Chaque palier est composé de 4 minutes de travail en continu, 1 minute de repos. On monte d'un palier, on continue. Pour faire simple, par exemple, tu commences à 100 watts pendant 4 minutes sur le vélo, 1 minute de repos, tu montes à 120, 1 minute de repos, et tu continues à monter jusqu'à ce que tu puisses plus tenir. Et l'idée, c'est de mesurer en fait au fil du test et à chaque palier différentes réactions du corps. Donc on va mesurer la fréquence cardiaque, je vais demander le RPE aussi, parce que je prends ça en compte, à 3 niveaux d'ailleurs, jambes, cardio, respiratoire, parce que selon comment ces choses-là montent et relatives les unes aux autres, moi ça me donne des infos aussi. Quelqu'un qui met un RPE plus élevé respiratoire tout le temps, eh ben, je sais que peut-être il y a quelque chose à travailler de manière spécifique de ce côté-là. Quelqu'un qui me dit que les jambes sont tout le temps limitantes et qu'en fin de test, ouais, mon cardio ça va, ma respi ça va, mais c'est vraiment les jambes qui explosent, bah, ça me donne des indications sur qu'est-ce qu'on va travailler à l'entraînement. Donc on mesure ça, je mesure le lactate, je mesure la VO2, la ventilation, donc comment il respire, l'oxymétrie musculaire aussi. Et pourquoi j'utilise toutes ces technologies? Il y en a qui diront, ouais, mais utilise juste ça ou juste ça. Chaque outil de mesure a ses points faibles. Et en combinant plusieurs outils de mesure différents et plusieurs en gros, perspectives sur l'organisme, on peut minimiser ces points faibles et essayer de sortir avec une image la plus complète de, Après, de ça, c'est la l'athlète. base du raisonnement scientifique, tu viens croiser les données quoi. Exactement. Donc j'ai décidé que je n'étais pas assez intelligent pour en utiliser qu'une et de me dire ça c'est la meilleure. Donc j'essaye d'avoir un max d'infos et ensuite d'avoir l'interprétation la plus cohérente possible. À l'issue de ça, bah, l'objectif déjà c'est de faire en sorte que quand les gens ils font leurs entraînements, ils les font à la bonne intensité par rapport à ce qu'ils essayent de développer et qu'on ait des marqueurs pour voilà, suivre les progrès dans le temps. Moi, je ne sais pas si c'est un truc que vous avez remarqué un petit peu, mais si on prend le sport entre guillemets strength and conditioning, il y a vraiment une prédominance physiologie pour la partie conditioning et plus une dominante biomécanique sur la force, même si dans les deux cas on va utiliser de la physio sur les sports de force et de la bioméca sur les sports d'endurance. Mais toi, comme tu peux le montrer là, c'est la prédominance, c'est vraiment au niveau physiologique pour toi
sur le développement des qualités cardiovasculaires, sur le conditioning? Je pense que c'est un peu là où tout se joue. Hein. Sur l'aspect force, bien sûr, on a les leviers qui jouent énormément parce que ça va. Les positions, les positions, l'aspect nerveux qui est très très important. Un petit peu moins du coup sur le développement cardio. Alors, ça dépend quelles intensités, mais c'est clair que je dirais que pour tout ce qui est force, on est plutôt côté nerveux, bioméca comme tu as dit. Et après, côté conditioning, on est plutôt côté physio et énergétique en fait. Ouais. Pourtant, j'imagine que tu travailles quand même sur le côté bioméca et technique aussi sur les ergos, parce qu'on va le voir, on va prendre une vidéo cet après-midi normalement avec Sean, ouais. où on parlera peut-être un peu justement bioméca et technique, parce que ça a quand même son influence, son incidence sur... Absolument. Tu peux ramer n'importe comment, oui. Ouais. Tu peux ramer n'importe comment. Parce qu'on a l'image, il y a les gens... On schématise beaucoup, on se dit bon la gym c'est super technique, l'haltéro c'est aussi super technique et puis tout ce qui va être monostructurel, en gros ça va vite quoi. Ouais. Avec 2 tips c'est bon, c'est réglé, alors qu'au final je pense que tu peux affiner ta technique rameur pendant des mois et des années même. Comme l'haltéro, t'as jamais fini même dans le hall d'échauffement des championnats du monde, les mecs ils se font coacher, ils règlent des détails, c'est jamais fini en fait. Je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait sur notamment les modalités techniques en fait, les ergos, le rameur, le ski, la course aussi, c'est qu'on se focalise pas encore assez sur l'aspect technique. Pour moi, le rameur et le ski, par exemple, pour le crossfitter, parce que je travaille beaucoup dans le crossfit, c'est des modalités techniques. Donc, alors oui, dans un 4e, 5e temps, on peut les utiliser pour le développement cardiovasculaire, mais c'est pour ça que je me base beaucoup sur le travail vélo, parce que de nature, c'est du travail qui techniquement n'est pas du tout contraignant. Au niveau de la charge imposée sur l'organisme, c'est quasiment nul en termes de charge structurelle. Et on a aussi l'aspect général en fait qu'on va développer. En fait, au début, on me disait ouais, mais tu vois, pourquoi tu modifies pas ton protocole selon le sport, selon l'athlète, selon les besoins. Et au début, j'étais un peu tiraillé. Je me disais ouais, en fait, il faut que je trouve un protocole différent pour tous les gens que je vais voir. Et maintenant, j'ai basculé de l'autre côté, c'est-à-dire que je considère que l'évaluation, c'est une évaluation de PPG en fait. On est vraiment sur le développement du conditionnement, et le conditionnement pour l'athlète, c'est sa PPG. Ça n'a pas besoin d'être spécifique au sport. Et d'ailleurs, c'est, je pense, une des forces du vélo, notamment par rapport à beaucoup de disciplines ou par rapport à beaucoup d'options qu'il y a pour le développement de ces qualités-là, c'est qu'en général, ça ne ressemble pas du tout à ton sport. En général, tu ne l'as pas beaucoup pratiqué si ça ne ressemble pas à ton sport. Et c'est ce qui va faire que tu as un potentiel de développement intéressant. Et parce que là, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'ère de l'ultra spécifique et c'est un peu le jeu de ok, mon exo, je vais reprendre exactement la posture que tu as dans ta discipline. Et donc mon exo, il est supérieur à un exo qui sera un peu plus généraliste. Ouais. Alors qu'au final, pas forcément. Et c'est vrai que moi, je le vois dans mes séminaires, quand je donne des exos, je dis toujours bon, celui-là, on va le faire parce qu'on va reprendre certaines positions. Mais l'autre, il va être utilisable et intéressant pour d'autres situations et vous ne devez pas le jeter à la poubelle. C'est pas parce que, par exemple, je prends l'exemple du press down souvent. Ouais. Le press down, c'est l'exercice où on vient presser comme ça en position de hollow. Et généralement, si par exemple Marin il l'a dans une de ses programmations, ça va être avec une position plutôt de arche, comme en haltéro. Et ce qui fait qu'on va augmenter la course et qu'on va mieux engager les dorsaux. Mais quand en gym, nous, comme on va le faire en position de hollow, voilà, je fais comme ça. Mais les deux sont intéressants et c'est vrai que les gens, ils ont un peu l'impression que si c'est pas spé, il faut jeter à la poubelle, quoi. C'est ça. Et je pense notamment dans les sports qui sont très chronophages comme le crossfit et le MMA, dans lequel je travaille un petit peu aussi, tu as tellement de disciplines techniques à développer, tu as tellement de compétences à travailler, et souvent le temps, c'est le nerf de la guerre, tu n'as pas assez de temps pour tout faire, donc automatiquement, tu vas mettre de côté les choses qui ne ressemblent pas à ta discipline sportive. Et ce qui est traître, c'est que dans les premiers temps, ça va, ça fonctionne. Hein. Quand tu es nouveau, tu ne peux pas vraiment te faire mal. J'aime bien l'analogie de la 2 chevaux. Quand tu débutes le crossfit, tu es une 2 chevaux. Tu as un châssis de 2 chevaux, un moteur de 2 chevaux. Mais après 2-3 ans de pratique, tu as un V8 turbo dans un châssis de 2 chevaux. Tu n'as pas construit la base, tu n'as fait que du spécifique, que de l'intensité. Encore une fois, ça marche dans les premiers temps, mais quand tu atteins un certain niveau, tu peux vraiment te faire mal avec en gros ce moteur que tu as développé. Et c'est là où il faut changer de vitesse, en gros. C'était au rupteur en 3e, il ne faut pas appuyer sur le champignon, il faut changer de vitesse. Donc tu changes de régime, il faut ralentir des fois un petit peu et redévelopper cette base, refaire ses fondamentaux, pour ensuite continuer à progresser vers le haut. Et on a parlé un petit peu des erreurs. Justement, c'est quoi les erreurs que tu observes le plus souvent chez les athlètes de CrossFit, que ce soit au niveau de l'exécution et de la programmation? Alors, ça fait peut-être beaucoup d'erreurs à mentionner là en podcast, mais est-ce qu'il y en a vraiment 2-3 qui ressortent, que ce soit une en exécution et une en programmation, où tu vois que les gens ils sont à côté de la plaque ou Ouais, en exécution, je reviens sur ce que j'ai dit avant, ne pas passer assez de temps sur le développement technique, rameur et ski, par exemple. Sur ces 2 modalités qui sont centrales à la discipline du CrossFit, en tout cas en compétition. Et je pense que tout le monde a beaucoup à gagner à juste mieux bouger.
parce que comme vous le savez bien en haltéro, simplement en travaillant ta position, tu vas pouvoir gagner quelques kilos sur une barre. Etc., Exactement. C'est pareil sur le rameur. Si tu tires mieux, tu peux gagner 20, 30, 50 watts de manière quasi instantanée, alors que pour développer ta physiologie, pour gagner 50 watts sur un effort donné, ça va te prendre 1, 2, 3 ans. Donc il y a vraiment un travail qui est chiant à faire, c'est clair, mais qui est très très simple, très rudimentaire, et qui peut apporter un gain en perf et en économie qui est considérable. Et qui est quasiment, entre guillemets, instantané. C'est gratuit. C'est gratuit. Comme tu disais, c'est des watts perdus, quoi. C'est ça, exactement. Donc ça, ce serait sur l'exécution. Sur la programmation, je dirais, de manière générale, c'est tout trop fort tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Moi, le regard extérieur que j'ai sur ceux qui montent sur les ergos, c'est que faire de la zone 2, ça les fait chier. Du coup, en permanence, quand ils sont sur un ergo, t'as l'impression qu'il y a un chrono et que c'est un rap ou for time, quoi. C'est ça. Et bien sûr, l'intensité a sa place. C'est-à-dire que je parle beaucoup d'endurance fondamentale, mais l'intensité est tout aussi importante. Je pense que tout le spectre d'intensité est important. Mais il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, quand et en quelle quantité, en fait. Parce que différentes intensités ont différents coûts énergétiques et nerveux aussi. Et donc, tu ne vas pas pouvoir enquiller le même volume de très très haute intensité que de basse intensité. L'intérêt notamment de la basse intensité, c'est que tu peux en faire beaucoup sans que ça te coûte quoi que ce soit, si tu le fais intelligemment et à la bonne intensité, bien sûr. Et ça laisse pas de traces, ouais. Ça laisse pas de traces et ça te permet de mieux récupérer, t'entraîner plus. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment la distribution d'intensité en fait sur la planification qui demande. Et c'est le nerf de la guerre en CrossFit, mais je te dirais c'est pareil même dans des sports d'endurance où en gros ça devrait être entre guillemets monnaie courante, mais le cycliste amateur moyen s'entraîne trop fort quand il va lentement. Et du coup, il s'entraîne un peu moins fort que ce qu'il pourrait véritablement faire quand il va vraiment fort. Donc, comme disait Charlie Francis à l'époque, keep your highs high and your lows low. Donc, quand tu vas lentement, tu vas vraiment lentement pour que quand tu vas vite, tu peux vraiment, vraiment pousser l'enveloppe. C'est une bonne phrase. Tu vois, moi, en tant que coach haltéro, si j'en ai qui font du cardio à côté, qui font du crossfit, je préfère qu'ils fassent de l'intensité vraiment cool sur leurs efforts d'endurance parce qu'il y aura 10 fois moins d'interférences avec le développement de la force max ou de l'explosivité à côté sur leur haltéro. Ouais. Donc quand quelqu'un vient vers moi, je dis je préfère que tu fasses 40 minutes de vélo tout doucement plutôt que d'aller te faire un truc 8 minutes, un max intensité, alors que certains se disent justement plus ça monte en termes de durée et ça descend en termes d'intensité, plus ça aura d'interférences parce que ça s'éloigne de l'effort haltéro. Ouais. Alors que moi, si j'ai un haltéro qui le jeudi, le jour de récup, fait 1 heure de vélo tranquille, ça me dérange pas. Par contre, s'il fait 3 fois 1 minute max au rameur, le lendemain, le squat, ce sera compliqué. Après, je suis là aussi un petit peu en force, avec surtout les jeunes là qui font de la FA, c'est qu'en fait, ils s'entraînent tout le temps assez RPE 10. Voilà, assez haut en force. Ils ont 18 ans aussi. Et en fait, là, il y en a un, je prends lui comme exemple, mais qui prépare une compétition. Et en fait, je lui fais le truc basique, un peu de surcompensation. Et là, il n'y a pas trop longtemps, il me dit là, je suis fatigué, etc. Les barres, elles sont plus lourdes que d'habitude. Je dis non, c'est normal. Je vais récupérer un peu et puis après, ça va repartir. Et en gros, je lui ai expliqué que si tu veux être très très performant à un moment donné, il faut accepter que pendant la phase un petit peu de préparation, tu fasses des exos un peu plus cool en intensité un peu, on va dire, si on parle de RPE 6, 7, où tu fais en fait, tu commences à emmagasiner du nerveux. Et en fait, eux, ils ont du mal, c'est-à-dire que dans leur entraînement, ils sont quasiment tout le temps, comme disait Louis, RPE 8,5, 9 en permanence. En forme toute la semaine, toute l'année. Et en fait, en fait, comme tu disais, sur l'entraînement normal, ils sont trop hauts. Et du coup, sur l'entraînement grosse intensité, ils sont en deçà de ce qu'ils pourraient faire, quoi. Ouais. Et ça, tu le vois avec quasiment tous les profils qui commencent à faire de la force. C'est-à-dire que même quand ils commencent à faire des grosses barres, moi j'ai pu aussi le vivre sur ma pratique sportive. Quand tu commences à faire des grosses barres, tu es content. Et donc, du coup, après, sur l'entraînement, tu gardes tout le temps des barres hautes. Et après, il y a un jour, tu craches. Parce que le corps ne suit plus et le nerveux non plus, quoi. Tu construis pas de base, comme tu disais. Ouais. Et est-ce que tu as déjà pris le temps, j'imagine que ça doit t'arriver quand même de temps à autre, de regarder des programmations de CrossFit et regarder un peu les blocs cardio et qu'est-ce que tu en penses? C'est pas forcément pour les critiquer, leur mettre la tête sous l'eau, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu vois qui sont bien, des trucs qui manquent? Moi, de mon regard extérieur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de formats qui font aller les condis, c'est entre 10, 15, plutôt 30 minutes, mais tu n'as pas par contre de format, on va dire, vraiment long. Il n'y a pas de semi-marathon, il n'y a pas de choses comme ça. Après, pour la défense des programmations de CrossFit, si tu prends une prog perso, enfin une prog CrossFit, pas forcément perso, mais une prog pour toi, et qu'il y a un jour où il y a marqué la séance c'est 1 heure de vélo, c'est comme ceux qui ont une prog où il y a marqué aujourd'hui c'est 5 x 5 au squat et basta, comme faisait CrossFit, les gens ils changent de prog parce que c'est pas ludique.
Ouais. Donc ça joue aussi. Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, les programmes, c'est vraiment plus ça. nous, en tant que dans notre métier, on doit à la fois allier l'utile à l'agréable et c'est un très très gros défi parce que pour ce qui est utile, il y a des seuils physiologiques, etc. Donc c'est quand même science-based et en même temps le fun ça n'est pas du tout, c'est pas science-based, c'est vraiment en rapport avec la personne. Donc ça c'est le défi aussi. Ouais, ça, et je pense que, je réponds à ta question tout de suite, mais sur ce sujet-là, je pense que c'est important qu'on fasse la différence entre sport santé et compétition. Dès le moment où quelqu'un veut être compétitif dans une discipline sportive, il va falloir faire des choses qui sont pas chouettes, qui sont pas fun. Et l'athlète qui veut être compétitif, qui veut gagner des compètes, etc., qui va me dire ouais mais j'ai pas envie de faire ça parce que c'est chiant. Bah, peut-être t'as pas compris ce que ça va te demander pour vraiment atteindre le haut niveau. Parce que tu vas devoir faire ta récup, tu vas devoir bien dormir, tu vas devoir bien manger, manager ton stress. Et ça, c'est pas les trucs qui sont les plus cool. Ouais, il a mal établi ses objectifs. Il n'est pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour ses objectifs. Un truc en rapport avec ton nom de famille, il y a une phrase chez Navy Seal qui dit tout le monde va aller au paradis mais personne ne veut mourir. Ouais. C'est ça, ouais. C'est un petit peu ça. Ouais, faut passer par les choses difficiles pour arriver tout en haut. Et pour répondre à ce que tu disais avant au niveau des pro CrossFit, alors je pense que de plus en plus maintenant il y a de l'intégration de ce travail monostructurel en isolation. Ça, je dirais que c'est peut-être un des points. Après, voilà, en prenant en compte que c'est très très difficile, comme vous l'avez dit, de faire une prog générale qui va convenir à tout le monde tout au long de l'année. Tout le monde a différentes compètes auxquelles il veut aller, même pour s'amuser, etc. C'est impossible d'avoir une planification générale qui va prendre en compte toutes ces variations. Mais à mon sens, ce qui manque, je dirais de manière générale dans les programmations CrossFit, c'est des phases où on fait beaucoup moins de CrossFit. En fait, c'est des pré-saisons, c'est des hors-saisons, c'est du développement général en fait. C'est ce qu'on dit souvent nous Amen. Sur les podcasts. On explique souvent dans les podcasts que le problème des crossfitters on va dire dans les pratiquants, on va dire loisirs ou loisirs avancés, c'est justement qu'ils sont trop dans le spécifique, c'est-à-dire qui est de faire de la polyvalence dans l'entraînement CrossFit via leur programmation, alors que sur les phases hors saison ou hors compétition, ce qui est difficile pour eux puisqu'il y en a qui font des compètes toute l'année. Ils devraient plus se focaliser sur, on va dire, le fait d'améliorer des points faibles. Donc, par exemple, si c'est via l'haltérophilie, mettre de côté un peu le crossfit pour faire plus d'haltéro, c'est la force ou la gym de la même manière. Et qu'il y a des personnes, des fois, qui s'entraînent 5 fois semaine et qui pensent que quand on leur dit, là, il faut progresser en gym, donc il va falloir que tu mettes 2 entraînements dans la semaine là-dessus, il va dire, ok, je vais mettre 2 entraînements en plus des 5 que j'ai déjà. Et en fait, c'est là où il y a un problème et où ça ne marche pas. C'est au niveau physiologique que ça va bloquer, justement. Physiologique, nerveux, on en revient à la distribution de l'intensité sur la semaine. Pour moi, pour la grande majorité des gens, il y a véritablement 2 jours dans la semaine où tu peux vraiment t'envoyer, quitte à faire 2 séances sur ces gros jours d'intensité, pour vraiment te donner la place sur les jours entre, pour récupérer, pour développer. Et ça ne veut pas dire que tu dois rien faire, ça ne veut pas dire que tu dois juste être assis sur un vélo à pas transpirer. Il y a plein de travail de développement qualitatif qui peut être fait sans pousser vraiment la machine à fond. Et c'est ça, au final, quand tu pousses ta machine à fond, tu penses être à 100%, mais tu es bridé à 80%. Parce que ton système nerveux ne va pas te laisser aller à 100% tout le temps. Du coup, tu penses que tu es à 100, mais tu es à 80%. Et ce qui se passe quand les gens polarisent vraiment ces intensités et se disent « Ok, ce jour-là, je pousse, mais là, je vais vraiment me manager et développer des choses de manière qualitative, mais sans trop pousser, on voit que, putain, maintenant, sur le fort, je peux pousser encore plus fort. » Après, moi, j'ai l'impression que les mentalités, elles évoluent un petit peu. On est encore dans un entre-deux, un peu comme a dit Marin. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ont pris conscience qu'il faut qu'ils travaillent sur leurs faiblesses, qu'il faut que de façon périodique, ils mettent l'accent sur quelque chose. Le problème, c'est que ça, c'est un peu tu vois, on a parlé d'Alex Hormozy. Le sacrifice, c'est d'enlever quelque chose pour un crossfitter. C'est pas l'effort. Ils n'ont pas de problème à faire des efforts, à s'entraîner plus. Par contre, ils ont de problème à sacrifier et enlever des pans de leur entraînement. Et là, on n'y est pas encore. Mais maintenant, nous on le voit avec nos programmations, on commence à avoir des gens qui disent moi j'ai pris une proc de Dr Squat parce qu'il faut que je me renforce sur les cannes. Ils vont peut-être pas couper tous les WOD, mais ils vont commencer à couper un petit peu. Et ça commence. Je pense que les mentalités elles sont en train d'évoluer dans le bon sens par rapport à ça pour le coup. Une des choses que CrossFit a très très bien fait, c'est aller chercher de l'expertise dans d'autres sports. On le voit avec l'haltéro, on le voit avec la gymnastique. Et je pense qu'il y a encore une étape à passer au niveau de la programmation de manière globale. La planification sur l'année, par exemple, dans beaucoup de progs, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça commence bien sûr à le faire et je pense que les meilleurs progs le font déjà beaucoup mieux que les autres. Mais vraiment avoir un plan sur le long terme. Et c'est ça qui manque en fait, c'est que
tout ce que je dis par rapport au CrossFit, je le dis avec énormément de respect pour ce sport et pour tous les pratiquants, bien entendu. C'est un sport dans lequel je navigue depuis un petit moment maintenant et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis depuis plus de 10 ans. Et donc tout ce que je dis, c'est encore une fois avec beaucoup de respect, mais l'étape de comment on planifie notre année pour être dans un pic de forme pour telle échéance compétitive. Ça, c'est des questions qui, à mon avis, ne se posent pas encore assez. Ce qui fait que, au final, tu te retrouves à essayer de te tester tout le temps avec des WOD de CrossFit. Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Et là, où, encore une fois, où c'est traître, c'est que quand tu es débutant, chaque jour, tu vas pouvoir faire mieux que le jour précédent. Mais après 2-3 ans de pratique, une fois que tu as de la force, une fois que tu as un moteur, etc., tu vas aller au casse-pipe si tu essaies de faire ça. Et donc, commencer à switcher un petit peu le mindset et dire, OK, maintenant, je veux être compétitif. Il y a peut-être 2-3 compètes dans l'année où je veux vraiment performer. Donc, je vais baser mes cycles d'entraînement là-dessus. Il y a des phases de développement général où je vais faire assez peu de CrossFit. Proche des échéances, bien entendu, je vais me remettre dedans parce que c'est le sport. Et vraiment réfléchir de manière cohérente à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup à reprendre des principes de planification qu'on retrouve dans les manuels d'entraînement russes d'il y a près de 100 ans maintenant, et de se dire, voilà, comment est-ce que j'organise mon année, à savoir que pour les crossfitters qui sont mordus de compétition, mais qui veulent performer et qui font 10 compètes dans l'année, pour moi, 10 compètes, c'est une semaine avant et une semaine après, parce que tu as la semaine avant pour l'affûtage, la semaine après pour la récup physique et émotionnelle aussi, d'une compète. Fois 10, ça fait 20 semaines dans l'année. Sur 52 semaines, ça fait 40%. En gros, tu as passé 40% de ton année à te tester et à ne pas te développer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de blessures. Parce que tu regardes en termes d'intensité, on dit que le CrossFit, c'est un sport qui a un gros vecteur de blessures. Mais c'est aussi, je pense, dû au fait que l'intensité soit quasiment tout le temps très élevée. Et même pour les pratiquants. Oui, c'est l'intensité le problème, c'est pas le sport. Si tu planifiais de cette manière avec tout autre sport, tu aurais aussi une augmentation des... Ça, un haltéro, c'est ce qu'on dit souvent, c'est un haltéro qui se pète souvent, c'est un haltéro qui ne fait pas de foncier. Donc c'est exactement le même principe. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, l'événement de compétition en CrossFit, c'est le WOD, le Metcon, même si effectivement il va y avoir des ladders, il va y avoir un marathon hammer ou autre. Mais moi, mon opinion, c'est qu'il y a plusieurs mois dans l'année où les crossfitters ne devraient pas faire de WOD. Ou un par semaine pour garder un minimum de SP à la limite, pas une intensité max. Mais il y en a qui veulent même pas, pendant 1 mois ou 2 mois de leur saison, se dire je vais faire moins de 3 Metcon par semaine. Sur le rugby, tu regardes, toi qui en as fait le aussi, les mecs en hors-saison, et je crois qu'ils font c'est un match. Oui, et puis si on fait des matchs, c'est même pas de l'opposition avec plaquage, ça vient de toucher. C'est des matchs histoire de garder encore un peu le truc, mais sinon ils sont sur des grosses phases de prépa. Et puis en MMA, tu fais pas des sparring tout le long de la prépa. C'est un moment bien spécifique. Les sparring, en plus de ça, eux, quand ils font des sparring à haut niveau, parce que j'imagine que tu regardes peut-être un peu l'UFC, tout ça. Ils se mettent pas des boîtes. Non, justement, quand ils font du sparring, ils doivent. Ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils doivent réussir à flirter avec la même intensité qu'ils vont être dans la cage sans se blesser. Et donc, du coup, il faut qu'ils soient hyper frais. Il faut pas qu'ils aient déconné avant. Il faut qu'ils soient bien entourés, qu'ils soient avec les bons partenaires. Enfin, c'est vraiment un truc hyper compliqué pour eux. Moi, j'avais une question pour essayer d'avoir un peu ton avis sur les programmations. Dans les programmations CrossFit, on voit souvent une partie du démarrage de l'entraînement où ils vont avoir un bloc force, après un bloc haltéro, un bloc gym et après un bloc condi. Et nous, avec les gars, on a souvent donné notre avis sur le fait que ce type de programmation-là, en fait, te permet d'améliorer ta polyvalence et d'améliorer en gros ta spécificité au sport qui est le CrossFit, puisqu'en fait, il faut pouvoir interchanger d'une heure à une autre, en gros, différentes filières, ce que demande le CrossFit. Puisque tu peux très bien avoir un WOD en compète à 13h où il faut faire un effort max, par exemple au squat, et juste après, tu as un effort qui va te demander, je sais pas, 30-40 minutes avec énormément d'intensité cardio. Et en fait, pour moi, ce type de programmation-là, et pour les gars aussi, si je me rappelle bien, votre avis, c'est plus dans cette dynamique-là. Et est-ce que tu trouves que ces programmations-là permettent vraiment d'avoir des gros gaps d'évolution sur les différents aspects, en gros, sportifs et techniques? Parce qu'en fait, pour nous, si tu veux vraiment progresser en force, dans une programmation comme ça, surtout si tu es plus sur un niveau débutant, c'est pas possible. Il va falloir vraiment te faire des phases spécifiques en dehors, comme on parlait tout à l'heure en saison. Donc est-ce que pour toi, pour le cardio, c'est à peu près la même logique? C'est la même logique dans le sens où quand tu es débutant, tout va fonctionner. Et je dirais que plus ton niveau augmente, et plus tu dois tendre à dissocier les différentes compétences à développer et seulement les réintégrer pour la compétition ou proche de la compétition pour atteindre ton pic de forme. Vraiment suivre en fait ce modèle très simple de préparation physique générale, préparation physique spécifique,
période de compétition, période de transition. Et ça, tu le vois chez les meilleurs comme Matt Fraser, par exemple, où après les Games, Un mois. il prenait un mois et demi, où il prenait 5 à 10 kilos, il faisait 0 entraînement, il bouffait tout ce qu'il voulait, parce que faut se dire que quand tu évolues à des niveaux tels que ceux-ci, tu n'as même pas besoin d'être à ce niveau-là pour en bénéficier. Le fait de se désentraîner volontairement, tu resensibilises le corps aux adaptations. Parce que si tu tapes la tête contre le mur H24 toute l'année, je peux dire que ta carrière ne va pas être aussi longue que si chaque année tu as un break, que tu resets. Et ensuite, oui, il faut reconstruire. Et oui, il faut repartir de plus bas. Et oui, tes 2-3 premières semaines, tu vas être en galère. Mentalement, ça va être dur parce que tu es à des années-lumière de ton niveau, de ton pic de forme. Mais c'est aussi ce qui va te permettre de reconstruire depuis le bas. D'ailleurs, Matt Fraser, je me rappelle une année, en novembre, il faisait des triathlons. Donc, très certainement sur août, septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, il avait certainement fait une petite prépa spécifique triathlon. Juste pour complémenter en fait sa base athlétique. Bien sûr, il a continué à faire de la force, bien sûr de la gym, etc. Mais en général, Matt, avant les Open, il touchait pas de WOD CrossFit, il touchait pas de test CrossFit. Alors, c'est clair que pour le commun des mortels qui se développe dans la discipline, tu dois pratiquer parce que tu dois apprendre les mouvements, tu dois les mettre en place. Mais plus ton niveau augmente et plus tu auras des périodes prolongées où tu vas idéalement dissocier les compétences pour mieux les développer. En gros, ce principe de tu isoles et ensuite tu intègres. Et je pense que voilà, plus tu avances et plus ça devient important et intéressant de le faire. Oui, ce qu'on essaie de prêcher à chaque fois dans les podcasts, c'est cette idée-là. En haltéro, comme chez les Géorgiens, justement, ils étaient sur le cul un petit peu de constater que la méthode occidentale, c'était essayer en permanence de s'entraîner, alors qu'eux, c'est pareil, après une grosse échéance, alors 2, 3, parfois 3 semaines, parfois un mois, où ils coupent complètement. Ouais. Et souvent, c'est la période autour de Noël, parce qu'en gros, leur Noël, c'est sur 3 semaines. Où les haltéros ne font plus rien. C'est des vrais Noël. Des boucs. C'est chouette les les Noël, Noël. la vraie prise de masse. Mais quand on a vu l'achat, par exemple, au mois de janvier, C'est peut-être ça le secret en l'achat fait. l'achat était léger, il pesait 160 kilos. J'aime bien. Parce qu'il venait, Léger. il venait de faire 3 semaines off. Et Ouais. un mois et demi avant, il pesait 180 kilos. Ouais. Et là, quand on l'a revu au championnat d'Europe, il était remonté à 175, 180 quelques mois après. Le mec a Mais- des variations de 20 kilos en un mois et demi. Non, mais Ah, c'est proportionnel à sa taille, quoi. C'est ça. tu ouais, vois, c'est tu ça. parlais de resensibiliser l'organisme pour le sport, mais c'est pareil au niveau diète. Oui. Les mecs coupaient, Oui, bien sûr. arrêtaient leur diète. Bien sûr. Il se dit, bon, bah, pendant un moment, pour lui, être dégueulasse, en gros, c'était maigrir, perdre un petit peu en poids. Mais en gros, pendant une pour nous période, aussi, il perd en muscle, il perd en graisse. Par contre, il reconstruit ça relativement vite derrière, beaucoup plus que ce que les gens pensent. Comme toi, quand ton bras il va être fonctionnel à nouveau, tu vas reprendre très vite. Par rapport à, tu vas pas mettre 10 ans à faire les bras que tu avais. Mais ce que m'a dit par exemple Kenneth qui me suit là, en diète, il me disait que ce serait intéressant de diminuer un petit peu sur la phase où je suis immobilisé te resensibiliser. pour pouvoir me resensibiliser quand j'allais reprendre. Alors j'ai pas trop diminué pour pas non plus devenir zinzin mentalement, mais je pense que là sur tout ce qui est complémentation alimentaire, tu sais, je continue tout ce qui est créatine, HMB, etc. pour diminuer la perte de masse musculaire. Mais il m'avait dit que ce serait intéressant sur la reprise post-immobilisation de couper tout ce qui était créa, HMB, etc. pendant un mois, puisqu'en plus je vais reprendre, donc il y aura moins de fonte musculaire, pour pouvoir après rattaquer et avoir une grosse, en gros, un effet un peu kickstart, quoi. Je parlais avec un collègue, enfin un mentor, alors il m'a pas mentoré directement, mais quelqu'un qui m'a beaucoup apporté dans notre domaine, un gars qui s'appelle Pat Davidson, et qui parlait d'un concept intéressant, c'est celui du bloc -1. Donc, en termes de bloc de périodisation, de planification, voilà, qu'est-ce que tu fais dans ton bloc -1, avant le bloc 0, on va dire, qui est le focus, pour maximiser ensuite tes adaptations. Et c'était exactement ça. Par exemple, lui, sur une prise de masse et une sèche, eh ben, s'il était en maintien avant de faire une sèche, eh ben, il allait pousser au maximum son apport calorique sans prendre de poids, parce que c'était le but, mais rester sur la limite supérieure pour qu'une fois qu'il switch et il passe en déficit, il y ait un delta encore plus important, et pour faire en sorte que les adaptations qui suivent ou la réponse soit encore plus intéressante et importante. Parce que c'est ça, c'est que plus tu appliques un stimulus, et moins le corps répond. Et on le sait, au début, il te faut 3 fois rien comme travail pour vraiment faire des bonds en avant, alors que 4 ans plus tard, ça te prend 5 mois pour faire une fraction des progrès, quoi. C'est pareil aussi au niveau endocrino, les bodybuilders Ouais, qui c'est ça. se mettent plein la gueule au niveau hormonal. Il y en a plein qui disent, bah, en fait, c'est plus sain de rester sur une base, en gros, toute l'année, rester en cruise, donc ils sont sous-produits toute l'année, mais en fait, ils sont de moins en moins sensibles. Ouais. Et en fait, ceux qui explosent le plus pour les périodes de compète sont ceux qui font des hors-saison où il y a un crash hormonal parce qu'ils coupent tout.
Par contre, dès qu'ils remettent, ça repart à C'est ça. ça. Et au niveau diète, on en a parlé nous, avec Florian Poisson, qui était bodybuilder, en nous disant qu'à haut niveau, ça n'existe pas les mecs qui essayent de rester à l'année en prise de masse sèche, en quelque sorte. Ils font tous des périodes où ils vont sécher, ou hors saison, ils vont prendre du gras ou autre, pour justement avoir plus de fluctuations et plus de sensibilité sur la diète aussi. C'est ça. Il faut créer du contraste, en gros, quoi. Ça, c'est une phrase que tu as peut-être... En tant que coach, tu dois l'avoir entendu un peu... Enfin, souvent, nous, on l'entend souvent, c'est « Oui, j'ai peur de perdre mon cardio ». Ouais. Ça, c'est vraiment le truc en CrossFit, ça se fait beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, en gros... est-ce que vraiment on perd son cardio quand on arrête de faire, à partir de combien de temps en gros le cardio diminue et surtout comment est-ce qu'on le reprend? Parce que ça c'est un peu la peur chronique des gens, c'est ok, si je fais 6 mois d'haltéro, je vais plus du tout avoir de cardio. Est-ce qu'il y a une Et mémoire surtout, aussi je vais prendre, si j'ai mis 2 ans à le construire, il va me falloir 1 an ou 2 ans pour le reprendre. Mais voilà, est-ce que tu as de C'est la surtout mémoire, ça, en fait. je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais comme la mémoire musculaire un petit peu. Mémoire physiologique, ouais. Ouais, Alors, Si on peut appeler ça comme ça. De manière générale, le parallèle que tu peux faire avec les sports de force, c'est que les qualités que tu vas développer en premier, c'est celles que tu perds en premier aussi. Je pense notamment sur la force max, quand tu t'arrêtes, ça va être le nerveux sur le 95% et plus qui va partir en premier. Et bien sûr, pour te remettre dedans, ça va te prendre 2-3 semaines. Pour les gars en niveau, c'est plus que ça pour retrouver ces niveaux-là. C'est un petit peu pareil sur la haute intensité en termes de cardio. Après, sur le foncier, c'est vrai que c'est des qualités qui vont pas rester. Ça dépend toujours de ton niveau de base. Si tu n'as rien comme niveau de base et que ensuite tu t'entraînes pas trop, ça va pas trop bouger. Par contre, tu prends un cycliste à un haut niveau, c'est clair qu'il va devoir maintenir un volume d'entraînement quand même assez important pour ne pas perdre s'il a des phases où il s'entraîne un petit peu moins. Mais un autre truc dont on se rend, je pense pas assez compte, c'est que pour maintenir des qualités, ça prend beaucoup moins de travail que pour les développer. Ah oui, ça c'est... Et donc, C'est ce que je dis à chaque fois en gym, ça marche pareil. voilà, donc quand tu es en phase de maintien sur une qualité, en gros, il faut que tu te dises dans la semaine, il faut que je coche cette case-là, il faut que je fasse les choses de manière cohérente, mais j'ai pas besoin de l'étaler sur toute la semaine et d'en faire H24. C'est ça. Donc, et même sur quelqu'un qui fait un cycle haltéro, par exemple, en CrossFit, garde un petit fil d'endurance fondamentale, garde une séance de rappel de haute intensité de temps en temps, ça n'a pas besoin d'être toutes les semaines, ça peut être toutes les 2-3 semaines, juste pour maintenir ces choses-là. Et alors oui, tu vas perdre un petit peu, mais quand tu reviens, le fait que tu l'aies maintenu quand même de manière régulière pendant ton développement, il fera que ton delta n'est pas aussi grand. C'est intéressant le fait que tu mentionnes que ça n'a pas besoin de se faire à l'échelle hebdomadaire, parce que ça aussi, je pense que ça bloque les gens. C'est qu'il faut qu'ils aient un peu tous les éléments, pas forcément tous les jours. Dans la semaine. Ils sont prêts à accepter que ce soit pas tous les jours, mais il faudrait au moins que ce soit dans la semaine. Parce que culturellement, le microcycle fait une semaine, alors Bien qu'en sûr. fait, on pourrait faire des microcycles qui sont pas du tout sur 7 jours. Exactement. Donc je pense que c'est se dire, voilà, combien de fois par mois j'ai besoin de faire telle chose pour la maintenir. Pour moi, l'endurance fondamentale, peu importe qui tu es et comment, ça te sera bénéfique, même en petite dose, toute l'année, chaque semaine. Mais après, sur le haut du tableau, voilà, va taper des sprints sur un vélo une fois dans le mois, fais-toi une grosse séance de type VO2 dans le mois, et normalement, tu es content. Et quoi. je suppose que plus ton niveau augmente, plus plus ça devient épisodique. Et c'est un peu comme les super lourds en force ou en strongman. Tom Platz, par exemple, en bodybuilding, c'était une séance Cannes tous les 10 jours. Oui, voilà. Après, C'est-à-dire si quand ça tu commences de laisser des traces. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont répartir ce qu'il fait sur une séance en 10 jours, en faisant tous les 2 jours, et il y aura le même contenu. Là, tu mets un c'est moyen, ça. il fait une rhabdo séance, quoi. Mais tu regardes De quadriceps, quoi. tous les mecs qui sont à un niveau très avancé en force, les mecs qui squattent les super lourds, etc., ne se font pas de séances lourdes une fois par semaine ou une fois tous Oui, les super 15 lourds jours. américains, ils font pas un deadlift lourd toutes les semaines. Hein. C'est une fois par mois. Et quand tu regardes, encore une fois, sur les pratiquants plus novices loisirs, les mecs se mettent tout le temps des barres hyper lourdes parce que dans leur tête, dès qu'ils vont arrêter de le faire, ils vont se dire j'y arrive plus, je suis une merde, j'ai tout perdu. Ouais, et il y a ça aussi, c'est aussi se dire quand est-ce que je veux être en forme. Parce que maintenir un truc pour le maintenir H24 ou toute la semaine et tout le mois, pour être mental, quoi. la Surtout confiance. surtout si c'est de la performance, parce que par essence, la performance, c'est à un moment donné. Et c'est ça, et donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se dire, là, je veux être en forme au mois de mai, disons. En janvier, si je perds un petit peu sur certains trucs, parce que je veux développer d'autres choses qui me prennent plus de temps, plus d'énergie, tant que je fais bien ma planif, je vais revenir à mon niveau, voire même au-dessus, au bon moment pour ma compétition. Donc accepter, je pense que c'est ça le plus dur, c'est accepter de ne pas être au top tout le temps. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Et je le vois même chez des crossfitters élites qui sont au niveau semi-games. Le fait de se brider et se dire, non, il y a des périodes de l'année où je vais faire un petit moins de crossfit
parce que j'ai pas besoin d'être en forme au mois d'octobre. On s'en fout si tu peux faire un Fran en moins de 2 minutes au mois d'octobre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien les RPE, parce que c'est comme justement, c'est moins métrique. Ouais. T'es moins focalisé sur j'ai fait telle charge, j'ai fait tel pourcentage, j'ai fait tel C'est le watt. ressenti, ok. Et comme t'es au ressenti, c'est beaucoup plus facile d'être C'est comme, détaché émotionnellement, je pense. c'est comme un body qui voudrait être à 4%, C'est ça, ou 10% c'est exactement toute ça. l'année, tu peux pas en fait. C'est exactement ça. Ah, tu peux, mais tu vas grandement réduire la durée de ta carrière et potentiellement te faire du mal. Et Quoi. avoir une vie de merde. C'est- Aussi. Si t'as 4% toute l'année, je pense que ta vie c'est quand même un peu de la merde. En exemple concret, quand j'étais suivi par Evan, Ouais. un coach américain en haltéro, quand on a fait une hors-saison, ce qu'on a fait, c'était simple, c'est qu'il m'a fait une planif avec 3 mois. Non seulement, évidemment, il y avait une progression de l'intensité sur les 3 mois. Donc au début, ça commençait sur des intensités moyennes qui étaient autour de 70%, donc pas lourd. Et en plus de ça, il m'a dit, le premier mois, tu calcules tout ce que je te mets en pourcentage sur 90% de ton max réel, le mois suivant sur 95% et le mois suivant sur 100%. Donc en fait, l'intensité moyenne a été plus autour de 60%. Et 60% sur des doublés ou des triplés en arraché de Ah bah bout, oui, c'est pas grand-chose. Mais c'est sûr que tu as l'impression que tu vas jamais revenir, parce que quand tu commences à progresser un peu, tu sens lourd. Mais en fait, tu te rends compte que sur la saison, au lieu de commencer à avoir mal aux genoux ou aux épaules au bout de 3 mois, en fait, c'est au bout de 6 mois. Tu peux t'entraîner plus dur dans la semaine parce que tu as des grosses bases, tu as une meilleure capacité de récup. Et si tu n'étais pas passé par là, tu aurais peut-être été une star pendant ces 3 mois-là. Par contre, quand la saison commence, tu commences à avoir mal partout, tu fais une saison de merde. Comme j'avais fait un peu avec Marc Vouillot aussi à l'époque. Oui, c'était Ouais. dur pour toi d'ailleurs mentalement, parce que c'était En fait, léger. le plus dur c'était le mental. C'était le mental parce que tu dois connaître Marc Vouillot qui nous avait coaché ici et préparé pendant, je crois, un an et demi. Non, ouais. Ouais. Et en gros, j'avais demandé de progresser sur le squat. Et ça, c'est aussi pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais que squats à 30 kilos, je me rappelle. Que t'avais 200 max à ce moment-là déjà. Non mais c'est vrai, moi j'étais sur le cul, il faisait ça, comme ça. Et en gros, tu sais, on disait que là, on peut pas être au top toute l'année, etc. pour pouvoir performer. Mais aussi, il faut que les gens comprennent que quand on fait du travail technique, et notamment sur les sports de force, puisque ce que je dis souvent dans les séminaires, c'est que sur la gym ou sur l'haltéro, comme il y a d'autres facteurs qui sont autres que les leviers, tu peux, en fait, si tu veux, avoir une plus-value assez rapide si tu as une correction de placement, une correction de timing, ou si tu bosses un petit peu sur l'explosivité ou sur la mobilité. Sur la force, ce qui est dur, c'est que le corps, il se place quasiment tout le temps de la manière la plus efficiente possible pour soulever. Et quand tu corriges un placement de quelqu'un, tu le sanctionnes tout de suite, il a 10-15 kilos de moins. Ouais. Et en fait, la personne, elle va te dire, ah oui, mais en fait, ton conseil ne marche pas. Parce qu'en fait, je suis moins fort instantanément. Mais c'est la perspective sur un pas en arrière, 2 pas en avant. Exactement. Il faut accepter de faire un pas en arrière. Comme Tiger Woods à une époque. C'est ça. Ouais, il aurait dû faire ça aussi avec sa femme. Mais Tiger Woods qu'il avait fait, je sais pas si tu Tiger Woods, en gros, il a été pendant des années, il a été 4ème, tu vois, dans le top 5 du classement. Ouais. Et en gros, il y a un coach à un moment où ils se sont rencontrés, il lui a dit ton swing il est pourri en fait. Ouais, il faut le reconstruire. Ton swing il est pourri et il a accepté de travailler avec ce coach-là. Il a dégringolé à la 100e place du classement. Ouais. Et en fait, après 2 ans après, il est revenu et il a fait ce qu'il a fait. Quoi. Et là, c'est, je pense, notre rôle en tant que coach qui est très, très, très important, c'est éduquer et instruire les gens qu'on suit pour leur inculquer cette importance de patience et de perspective sur le moyen et long terme. On est tous sur des perspectives à court terme, c'est le monde un peu dans lequel on vit à plein de niveaux. Mais si tu as confiance dans le process, si tu as confiance et que tu comprends, ok, je ne suis pas en forme maintenant, mais c'est pour ça que je serai encore meilleur dans 3 mois, ben, ça va certainement aider les gens à accepter ça déjà et à passer par ces phases où tu te sens comme de la merde et tu es très très loin de ton niveau, ton pic de forme. Mais je pense que c'est vraiment vraiment nécessaire pour passer. Tu as l'effet plafond de verre en fait. Nous on le voit sur certaines personnes qui justement ont des blocages plus psycho dans le fait qu'ils veulent pas perdre leur barre, etc. ou leurs conditions physiques ou autres. Et en fait, quand on parle d'effet plafond de verre, c'est que tu as des mecs sur 3-4 ans de pratique. Les perfs, ça bouge de quoi 5-10 kilos sur les barres. Et en fait, ça, c'est pas normal du tout. C'est que là, il y a un réel Par problème. contre, le mec, il est capable de faire 95% tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais sauf qu'en fait, c'est pas un réel 95%. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, si tu vas un peu en deçà pour pouvoir performer, te spécialiser vraiment sur une période donnée, ça va être complètement différent. Juste avant de passer sur le sujet business un petit peu plus, je prends un exemple concret, c'est pas évident aussi en tant que coach, comme tu disais tout à l'heure au niveau ludique. Moi j'ai une prog hors saison qui va commencer dans 2 semaines juste après les championnats de France élite. Et je sais que sur cette prog là, il y en a certains qui vont pas apprécier parce que l'haltéro est pas lourde. Donc, ils vont se tuer sur de l'unilatéral, sur du gainage, sur du trail. Par contre l'haltéro sera pas lourde. Et je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui vont faire cette prog hors saison par exemple pendant 3 mois. Et ils vont dire j'ai fait 3... Non mais même s'ils rajoutent pas de barre, à la fin des 3 mois, ils vont peut-être pas faire des PR en haltéro.
Et donc ils vont se dire, en fait, je vais bifurquer sur une autre prog de quelqu'un d'autre parce que là, c'est pas lourd ou autre. Et à ce moment-là, il va performer. Ou ça peut être l'inverse aussi. J'ai des personnes qui viennent du CrossFit, donc ont une grosse base au niveau endurance musculaire. Ils arrivent sur ma prog et ils se mettent à faire des perfs directement parce que c'est une prog d'intensification et c'est lourd. Donc les gens se rendent pas compte que c'est pas 3 mois déjà, c'est pas grand-chose sur une saison. Non. Et que c'est parce que va y avoir ces variations justement des périodes où c'est moins lourd que ensuite ils vont être bons. Mais la difficulté, c'est que moi je sais qu'il y en a qui vont trouver la prog merdique parce que ils vont faire ça 3 mois. Et qu'en 3 mois, ils vont dire l'haltéro, c'était pas assez lourd. Et c'est peut-être notre faute si on communique pas cette intention de dire, voilà, la progression va se faire de telle manière. Donc dans ces 3 mois-là, on va développer ces qualités-là, on va mettre ça en maintien. Et on va progresser pour que à telle date, à telle échéance, à tel moment de l'année, là, tu sois vraiment en forme. Et encore une fois, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire. Oui, c'est le plus compliqué, je pense aussi. C'est ça. Et juste dernière petite question, que Robin il part sur le sujet business. J'ai souvent entendu ça dans le CrossFit. On dit que le cardio c'est le plus facile à gagner. Après c'est la technique dans les sports un peu type haltéro au gym. Et ce qui prend le plus de temps c'est la force. T'en penses quoi en gros de ça? Est-ce que tu penses que c'est relatif au fait que force ça c'est explosivité encore plus que force? Ouais, en fait il disait en gros cardio le plus facile, après technique et après en gros force explo. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu trouves que c'est relatif au niveau du fait de prendre un débutant ou après un élite ou autre? Alors je pense que peut-être je modifierais juste un petit peu les mots et au lieu de dire c'est plus facile, plus difficile, je dirais que selon la personne, alors de manière générale, pour tout le monde en fait, tu as un potentiel de développement sur ta carrière sportive qui va être beaucoup plus important sur tout le travail d'endurance. Là où ton potentiel de développement en force va quand même être assez lié à tes prédispositions génétiques, la manière dont tu es construit. Si tu es fait comme un marathonien, voilà, il y a peu de chances que tu ailles chercher plus de 200 kg au squat. On me regardait comme ça. C'est pas personnel. Robin ne fait pas de marathon. Encore plus explosivité, je pense. Un mec se rend compte Ouais, qu'il va faire bien un sûr. boulot d'explosivité, il va gagner 4 cm en un an sur certains tests de détente verticale. Exactement. Et je pense que c'est du coup là où c'est super intéressant l'aspect développement de l'endurance, parce que tout le monde peut y gagner. Et tout le monde peut y gagner pas sur 2 mois, pas sur une année, mais sur une carrière complète. Tu écoutes les cyclistes professionnels qui sont dans le circuit depuis plus de 10 ans. Ils diront, ça fait depuis que je suis arrivé au niveau pro, ma VO2 max, ma capacité d'utilisation de l'oxygène maximal, non, elle n'a pas bougé. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas bougé. Mon seuil 2, ça fait 5 ans que ça n'a pas bougé. Par contre, chaque année, je peux continuer à développer ma résistance à la fatigue et mon endurance fondamentale. Donc ça, c'est des qualités qui sont à portée de tous. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas des qualités qui sont opposées aux qualités de force. Parce que tu ne développes pas les mêmes choses, tu ne recrutes pas nécessairement les mêmes types de fibres quand tu fais ces différents types d'entraînement. Et c'est complémentaire. Il faut se dire que l'endurance fondamentale, ça soutient tout le haut du tableau. Donc, même si tu fais un sport de force, je parlais avec Clément Goudin, je pense que vous connaissez, qui du coup, lui, ça fait un peu plus d'1 an qu'il a intégré une séance par semaine d'ergo en circuit, très simple, en respirant par le nez, pas parce que c'est magique, mais simplement parce que ça te permet de réguler quand même un peu ton intensité et t'assurer que t'es pas trop fort. Et il m'a dit, son ressenti sur sa force athlétique, c'est qu'il récupère mieux entre ses séries de squats, il tolère mieux sa charge d'entraînement sur la semaine. Il n'a pas perdu des cannes. Oui, meilleure oxygénation, etc. Ouais, exactement. Donc je pense que c'est vraiment complémentaire. Et oui, je dirais que de manière globale, tout le monde peut plus en bénéficier. Là où la force et l'explo, tu as un potentiel de développement qui va être moins important et qui va être, on va dire, plus influencé par tes prédispositions génétiques. Moi, je pensais que c'était aussi un petit peu lié à la barrière technique. Tout à l'heure, tu disais que tu utilisais le vélo pour développer les compétences cardio, etc. Puisque c'était assez basique en termes de technicité. Et en fait, je pense que pour pouvoir, par exemple, bosser sur du foncier, etc., quand j'ai du foncier, c'est plus aller vraiment dans le détail sur de la force ou sur de l'haltérophilie ou développer de l'explosivité. Par exemple, tu veux bosser de la détente verticale pour quelqu'un, c'est des exercices plus avancés en termes de technique. Ouais. Tu peux pas prendre un débutant et le faire travailler de la pliométrie. La pliométrie dès le début, quoi. Ouais. Alors dans ce c'était un cadre-là, petit peu c'est ça, le beaucoup petit plus frein, facile. C'est plus facile parce que c'est à portée de tous si tu le fais bien et intelligemment. Après, c'est clair que tu peux faire n'importe quoi en essayant. Ah oui, Sur un rameur, tu peux essayer de. Comme on le voit. Hein. Et c'est dommage parce que les gens veulent bien faire, tu vois. Et ils se disent, bon, il y a plein de rameurs dans le CrossFit, par exemple, donc il faut que je fasse du rameur pour être meilleur en rameur. Mais le nombre de personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant qui ont fait en gros leur développement physio, on va dire, sur le vélo et ont uniquement fait du travail technique sur le rameur pendant plusieurs semaines,
des trucs. Je suis à mourir super simple. Le jour où il faut mettre le pied au plancher sur le rameur, je peux te dire que les chiffres, c'est pas les mêmes. Et ils sont surpris. Ils sont surpris dans le sens où, ouais, mais on n'a pas fait d'intensité en rameur, on n'a pas. Non, parce qu'on a développé le moteur à côté, sur le vélo, sur la course à pied, et on a vraiment fait en sorte que tu bouges de manière la plus efficiente possible, la plus propre possible, pour que tu puisses transférer en fait ces qualités générales sur ce mouvement spécifique. Ça s'applique aussi à la gym et à l'haltéro. Absolument. C'est le même système. Voilà. Ok. On va passer maintenant un peu, parce qu'on a beaucoup parlé du conditionnement. On va essayer de passer un peu sur des questions business, parce que nous, on aime bien aborder ces sujets-là avec les gars, parce qu'on sait aussi qu'on a pas mal de professionnels du sport qui nous regardent, et des gens peut-être qui s'intéressent à ce domaine et qui voudraient peut-être en faire leur métier plus tard. En gros, ma question, c'est est-ce que pour développer ton activité, tu te formes également sur d'autres sujets type marketing, communication, copywriting? Parce que je suis allé voir un peu ton site et forcément, j'ai vu qu'il y avait un peu de copywriting, etc. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que tu sous-traites? Voilà, est-ce que tu as un attrait pour tous ces sujets-là? Je connais un peu la réponse qu'on a discuté un peu en off, mais est-ce que tu as un attrait pour ces sujets-là? Parce que c'est bien d'être compétent dans ce domaine. C'est bien d'être ingénieur, mais il faut aussi être ingénieur, mais aujourd'hui, il faut aussi avoir plusieurs casquettes. Et voilà, comment un peu tu navigues tout ça? Ouais, je suis presque autant passionné par cet aspect-là que par le côté cardio et entraînement. Bon, c'est cool, on va bien s'entendre. Voire même autant. J'adore ce milieu-là et pour l'instant, je fais tout moi-même. Et je sais que c'est certainement un frein à mes activités dans le sens où je pourrais aller chercher de l'aide et décupler ma productivité. Mais je suis content de le faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie en fait. Donc toute la production de contenu, toutes ces choses-là, c'est tout moi qui fais. Et je pense que ça fait partie intégrante de notre activité dans l'ère dans laquelle on vit. Parce que tu peux être le meilleur coach, si personne ne sait ce que tu fais, il y a peu de chances que... ou alors, tu peux réussir, mais ça te prendra beaucoup plus longtemps que si tu peux mettre tes compétences en avant, communiquer de manière efficace et ainsi trouver les gens avec qui ce que tu dis résonne, développer ta communauté et commencer à leur apporter de plus en plus. Et tu as parlé de déléguer, moi au contraire, je pense que c'est une bonne idée de mettre les mains dans le cambouis au début, parce que comme ça, pour déléguer après, on dit toujours, ça c'est ce que j'ai appris en regardant pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas déléguer une tâche dans laquelle tu n'as jamais essayé, parce que sinon tu n'as pas de contexte, donc tu vas pas être capable de juger si la personne elle te fait du bon travail ou pas, ou en tout cas si ça correspond à tes attentes. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui t'intéresse plus que d'autres? Je sais pas, moi par exemple, ce que j'ai dit, marketing, copywriting. Moi je sais que par exemple, le marketing ça m'intéresse plus que la vente, même si la vente j'aime bien, ça m'intéresse un peu plus qu'avant, ou que le copywriting encore. Sachant que le copywriting pour moi c'est presque de la psycho. Je dirais la production de contenu. Donc côté marketing, contenu organique. Je pense que ça c'est de toute façon ma force à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, on en parlait hier avec ma femme au téléphone. D'ici 6 à 12 mois, il faut que j'apprenne à faire de la pub payante. Parce que là, je suis vraiment focalisé sur le développement de mes offres, que ce soit les programmes, les formations et autres, pour bien sûr avoir les meilleurs produits possibles, les meilleurs programmes possibles, les plus complets, qui répondent vraiment aux attentes des gens. Et d'ailleurs, on en parlait, mon séminaire, c'est pareil. Chaque fois que je fais un séminaire, c'est pas exactement le même que le précédent parce que je prends en compte les retours et le but, c'est toujours d'avoir le meilleur produit possible. Comme dit Alex, c'était imbattable si tu as le meilleur produit sur le marché. Faire une offre irrésistible. Offre irrésistible, c'est ça. Et à un moment donné, je vais avoir développé mon offre, l'écosystème que j'essaye de construire, que je suis en train de construire de manière cohérente. Et l'étape suivante, ce sera de faire en sorte que plus de monde voit ce que je fais et trouve ce que je fais. Oui, parce qu'en gros, lui, ce qu'il dit, c'est t'as deux manières de faire. Soit tu fais un produit qui est pas mal, mais qui reste moyen, et tu passes ton temps à te casser la tête à essayer de le vendre. Et donc, du coup, tu dois faire de la promotion en permanence. Le problème, c'est que acquérir un client, normalement, c'est censé t'en ramener d'autres, mais comme ton produit il est moyen, c'est ça. Il n'y a pas d'effet boule de neige. Voilà. Donc, en fait, t'es un peu contraint de tout le temps communiquer, faire de la promotion, ou alors tu fais une première phase où tu communiques peu, tu crées un produit vraiment impeccable, et après quelque part il se vend presque tout seul parce qu'un client t'en ramène forcément un autre, et après si tu mets en plus le paquet sur la com, tu déchires tout quoi. Et de manière plus macro sur la réputation aussi, et sur la qualité de ton travail, ton professionnalisme, ça je pense que c'est un aspect sur lequel on peut tous travailler. Le fait d'être professionnel dans notre approche, c'est pas parce qu'on est coach sportif qu'on peut arriver en retard, qu'on peut mal parler à ses clients, qu'on peut... toutes ces choses-là, c'est très très important à mon avis. Et plus on va tendre vers le fait d'opérer de manière professionnelle, et plus déjà ça valorisera nos services,
Et en plus de ça, je pense qu'on a tout à y gagner au niveau de ta durabilité dans l'entrepreneuriat, dans l'activité, parce que voilà, ta réputation, tu n'en as qu'une. Et ça te prend une vie pour la construire, ça te prend un pas dans le mauvais sens pour la démonter. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut tous travailler. Et pour faire le lien un peu avec l'entraînement, parce qu'on parlait de patience, et moi, c'est vraiment le gros travail que je fais personnellement, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas patient dans le business, mais vraiment pas du tout. Parce que en gros, là par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure, j'étais sur ma nouvelle version, je suis sur la V3 de mes programmations, et en fait, je suis tout le temps en train de me battre avec moi-même, en train de me dire ouais, je veux le sortir en juin. Mais pourquoi tu veux le sortir en juin? C'est parce qu'en fait, je pense un peu au coût d'opportunité de si je la sors en juin plutôt qu'en décembre, c'est des revenus que je perds si je la sors en décembre. Mais en fait, je réfléchis mal parce que l'idée, ce serait de la sortir en décembre. Donc ok, j'ai pas gagné autant d'argent que ce que je pourrais de juin à décembre. Par contre, quand le produit va sortir, j'aurai pas à le refaire l'année prochaine déjà parce que j'aurais fait un truc correct. Et puis comme il va être mieux, en fait ça va compenser. Et ça, franchement, là je le dis comme ça au micro, c'est facile, mais dans ma tête, c'est tous les jours, je dois me le rappeler, je dois travailler là-dessus. Et j'en ai même parlé un peu à Louis il y a quelques jours. Je lui dis si ça sort en décembre, ma prog, c'est pas grave, je m'en branle. Parce que je suis tout le temps en train de me dire faut que ça sorte, faut que ça sorte vite. Mais en plus, c'est pas évident du tout quoi. Comme Sean dit, en plus si t'as une meilleure qualité, t'as plus de rebonds après derrière. Ah ouais. Non mais c'est. Tu perds des fois beaucoup plus de clients en sortant un produit rapidement, en sortant plus tard avec une meilleure qualité où là va y avoir. Et ce que je veux dire c'est que voilà. Bouche-oreille. Ce qui a changé aussi au niveau marketing et communication, c'est que maintenant c'est du long terme aussi. Avant tu mettais une affiche dans la rue ou tu faisais une pub à la télé, ça passait qu'une fois. Aujourd'hui, si t'as une chaîne YouTube avec 6 ans d'ancienneté, pareil on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un débarque, il te connaît pas, il vient sur ta chaîne YouTube, tu as 200 vidéos, et ben en fait tout le travail que tu avais fait, il n'est pas perdu. Il est arrivé à ce point-là, et toi ce sera pareil sur ta prog, même si ta prog elle sort plus tard, quelqu'un qui débarque après, en fait lui la seule chose qu'il y aura, c'est que le produit auquel il a accès est de meilleure qualité que le truc qu'il aurait pu avoir si tu l'avais sorti à la va-vite pour te dire je veux à la fin du mois et avoir, puis surtout c'est essayer de shifter un peu le focus quoi. C'est en fait être pas focalisé bénéfice mais de focaliser service, client et produit. C'est créer l'objectif c'est de créer un bon produit et après ce sera de gagner de l'argent. Alors que quand on pense entrepreneuriat au début, quand on débute, moi j'ai dû me faire violence d'ailleurs parce qu'au début j'étais produit argent et maintenant comme j'ai fait le shift parce que j'étais trop produit, je suis passé il faut que ça rapporte de l'argent et maintenant je dois essayer de rebasculer un peu de l'autre côté et c'est une gymnastique qui est pas évidente parce qu'on parle de patience mais franchement je peux vous le dire en tout cas moi je lutte en permanence avec ça. Quelque chose que Gary Vaynerchuk disait qui est un des gars qui m'a marqué le plus dans ma manière de fonctionner dans le marketing en général, c'est que celui qui peut retenir sa respiration le plus longtemps gagne. Oui, ou delay de ask, comme il dit à Hormozy. Exactement. C'est-à-dire que si tu demandes tout de suite quelque chose, donc par demande, je veux dire, tu dis à quelqu'un, voilà, achète mon produit ou achète mon programme, achète ma formation, voilà, il y a la transaction, mais entre-temps, si tu attends un peu plus longtemps et que tu donnes encore plus, jab, right hook de Gary Vee, c'est, non, d'abord et j'aime bien ce que dit Alex Hormozy à ce sujet, il dit goodwill. Donc tu construis la bonne volonté, la bienveillance, la bonne volonté, tu la développes, et à un moment donné, oui, tu as une demande de la part des gens de ta communauté, dans le sens où, voilà, moi je t'ai donné tout ça, alors. Et en général, et ça c'est un truc qui m'a vraiment marqué chez Alex, c'est les gens, ils achètent pas tes trucs pour la valeur que tu vas leur apporter via ce produit ou ce service. Ils vont souvent acheter tes produits ou tes services pour la valeur que tu leur as déjà apporté en amont. C'est le biais de réciprocité. C'est-à-dire que je t'ai donné quelque chose et donc... on en parle souvent. À Elliot Hulse, moi. Un petit peu. Oui, Elliot il a fait ça. Et même Hormozy, il va même encore plus loin, il dit que tu devrais même ne jamais demander. C'est-à-dire si t'es vraiment super chaud, tu demandes jamais. C'était un gros branding. Et lui d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Il introduit ses vidéos. Il introduit ses vidéos en disant bonjour, moi c'est Alex Hormozy et j'ai rien à vous vendre. Ouais. Bon, sauf si tu fais 5 millions à l'année. Après il veut bien te parler. c'est ça. Acquisition. Mais il a compris le créneau, c'est que il va tout donner gratuitement pour permettre aux gens sur 5 à 10 ans d'atteindre ces niveaux-là de revenus. Pour ensuite pouvoir bosser avec eux. Parce que lui, en gros, Marin, il veut faire que monter des boîtes. En gros, lui, si tu fais pas 3 millions à l'année, tu l'intéresses pas. Par contre, si tu fais 3 millions, il veut bien t'aider à monter au 10, 15, par mois. Mais après, même indépendamment du fait de vouloir monter un projet, ce qu'on avait vu, nous, quand on a commencé à vouloir ouvrir la salle, donc même avant le projet de construction de salle, on regardait beaucoup de vidéos, surtout Louis et Robin de Elliot Hulse, je sais pas si tu connais,
qui est Une salle de strength and conditioning aux États-Unis. qui s'appelle Strength Camp du coup. Ouais. Ça s'appelle. C'est un des premiers youtubeurs functional training. Ok. Et En en vrai, gros, son c'est man functional training était tellement en avance, le Ouais. mec. à la Donc, base, c'est ouais, un tu mec connais sa tête, je suis qui sûr. faisait des vidéos dans son garage, qui Il partageait, donnait du contenu, mais déjà ouais. il y a 15 ans. Quoi. Ouais, voilà. Mais pas du tout dans une optique ou une démarche derrière de faire un business. C'était vraiment. Bah, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faisait des partage, vidéos quoi. pour faire connaître sa salle et vendre des abonnements. Et en fait, le mec, il a tapé 1 million d'abonnés dans les premiers dans le fitness. Et en fait, c'est plus sa salle qu'il faisait vivre, c'était les formations qu'il a vendues ou autres. Ouais. Mais il n'a pas commencé par vendre des trucs, il a commencé par donner du contenu, il s'est fait connaître. Et toi, c'est un peu pareil. Si tu vends des procs de conditioning, soit quelqu'un va aller voir le coach qui a mis plein de pubs partout, expliquer pour progresser, voilà. Soit il va venir te voir toi, qui donne du contenu, et en fait, il sait que tu es à fond dedans et que tu connais tout ton sujet parce que tu es passionné. Donc, Bah, j'ai un exemple qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est la première formation que j'ai sortie il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est celle qui a de très 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 loin le mieux marché. Parce que pendant plus de 2 ans avant ça, tu la teases parce que t'en parles. j'avais rien à vendre. Je faisais mes coachings privés, je faisais beaucoup de coaching privé à domicile avant. Et du coup, j'avais ma petite vie de coach sportif. Et à côté, je produisais autant de contenu que humainement possible. Et pendant 2 ans, j'ai rien demandé parce que j'avais rien à vendre. Oui, et puis Et le jour où j'avais un truc à vendre, il s'avère que les gens ils sont pointés, et, tu vois. Mais les gens sont la plupart pas capables de persister autant sans gagner d'argent. C'est Hormozy aussi qui a sorti ces stats de. Je crois que c'est 10% des podcasts qui dépassent pas le 4e épisode, un truc comme Ouais. ça. C'est ça, ouais. Et je crois que c'est 2% qui dépassent le 20e épisode. Ouais. Et quand il a sorti cette stat, il a dit en fait c'est facile de gagner parce qu'il faut juste persister, les autres le font pas. C'est un marathon. C'est un marathon, il faut être patient. T'as et- pas le retour sur investissement Non. directement quand tu sors tes trucs. Exactement. Nous on va acheter des micros, c'est pas avec des revenus YouTube à 20 000 vues les vidéos qu'on va les rembourser. Hein. Mais c'est le travail de longue haleine. Ouais. C'est ça. Et justement, autre question, pour toi, c'est quoi le cœur de ton activité, sachant que pour moi, de toute façon, on peut pas donner une réponse, c'est périodique, mais on va Ouais. dire, c'est quoi le sujet sur lequel tu passes le plus de temps au quotidien, peut-être ces temps-ci? Sur le sujet. Enfin, c'est vraiment, en gros, c'est ta journée, c'est quoi la tâche la plus importante? Tu vois, c'est le Pareto. C'est quoi pour toi les tâches les plus importantes que tu fais et qui t'apportent 80% de tes résultats? Alors, résultat au niveau émotionnel, c'est produire du contenu. Ok. J'adore produire du contenu. Ça m'aide énormément à apprendre aussi. Parce que quand j'essaye de parler d'un sujet, ça me force à le verbaliser. Et en tant qu'humain, je pense que le meilleur moyen qu'on a pour réfléchir, c'est écrire. Le deuxième meilleur moyen qu'on a pour réfléchir, c'est parler. Voilà, articuler ce que. Articuler tes pensées. Parce que c'est dans la tête, c'est brouillon. Mais si tu arrives à expliquer quelque chose, ça veut dire que tu comprends bien ton sujet. Il faut Donc- expliquer à tout le monde en plus. Des fois, tu es obligé de vulgariser, etc. Quotidiennement, j'essaye de vulgariser mes propres pensées et de les rendre accessibles. Et c'est vraiment un travail de synthèse en fait qui m'apporte énormément au quotidien et qui me fait évoluer. À la base, j'ai commencé mon podcast pour cette même raison, c'est que ça me permet d'aller poser mes questions à des experts et à continuer à développer mon fil de pensée. Donc mon podcast à la base, c'était mon éducation continue en fait. Et ça l'est encore aujourd'hui. Mais maintenant, je dirais que mes vidéos ont pris le dessus dans le sens où j'essaie vraiment voilà, quand on pose une question, et d'ailleurs, la majorité de mes vidéos maintenant, c'est ça, j'appelle ça les pensées du jour. Mais en gros, j'ai une question dans les commentaires et j'y réponds et j'essaie de donner la meilleure réponse possible parce que moi, ça me force à mieux comprendre mon sujet et à mieux l'articuler. Donc, je dirais que ça, c'est mon activité première. Après, pour aller un peu plus loin sur d'autres choses, ça dépend vraiment du jour. Parce que le jour où je suis en séminaire, voilà, je suis full là-dessus. Les jours où je fais des tests, je suis full là-dessus. Quand je suis à la maison, aller au jardin avec ma femme et passer du temps dehors, aller marcher, ces choses-là, ça m'importe beaucoup aussi. Et je suis un gars qui me fait vite chier quand je fais la même chose. C'est pour ça que je garde une panoplie de choses très très variées dans mes activités hebdomadaires. Donc je dirais que j'ai pas vraiment de journée type. Ma journée type, il n'y a pas de cadre en fait, parce que chaque jour ça va être un petit peu différent. Et moi ça me permet de toucher à tout et j'adore ça. T'as le rythme des entrepreneurs qui se lèvent à 2h30 du matin pour être Non. avant tout le monde ou pas trop? Non, j'aime bien dormir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant longtemps. Et avec mes soucis de dos que j'avais à l'époque, ça faisait grandement partie de ça. Hein. C'était trop de stress, pas assez de récupération, je prenais pas assez soin de moi. Donc ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant maintenant. Je suis pas encore très très bon là-dedans, mais voilà, essayer de bien dormir, bien manger, essayer d'avoir des périodes où je fais moins, où je fais pas. Donc par exemple, aller au jardin avec ma femme, c'est quelque chose qui est très très régénérateur pour moi parce que je suis dehors, j'ai la main dans la terre et ça me permet de penser à autre chose et je pense aussi passer un petit peu de temps dans l'environnement dans lequel on appartient en tant qu'être humain. Donc ça, c'est des choses que j'essaye d'améliorer au quotidien, mais c'est le combat d'une vie. Ouais.
Et justement, est-ce que tu as des objectifs professionnels pour les années à venir? J'imagine que tu en as. Est-ce que tu t'es projeté? Est-ce que tu restes quand même sur une échelle de temps assez courte, 6 mois? Est-ce que c'est plutôt du 3-4 ans? Non, Voilà, un peu comment tu vois le développement de ton activité? ce qu'on va faire avec ma femme, c'est dans les 5 à 10 ans de pouvoir offrir des retraites sportives ou de développement aussi pour les coachs. On a partout. Partout. Alors, on a pensé à faire, avoir notre centre à nous, etc. C'est potentiellement encore dans les cartes, mais en Suisse, ça va être très très compliqué au niveau simplement financier parce que ça coûte une blinde. Donc, si c'est pas ça, on voudra en tout cas avoir notre petit coin à nous, donc une petite maison, même si c'est paumé quelque part dans la montagne. Moi, j'ai pas besoin d'être dans une grande ville pour me sortir bien, au contraire. Mais après, pouvoir aller dans différents endroits et offrir des expériences telles que celle-ci, avec ma femme qui est nutritionniste à la base, qui avait une entreprise de préparation de repas à domicile, qui maintenant coach des nutritionnistes côté business et marketing, qui est en train de faire une certification de permaculture et on a un jardin de permaculture. Donc tout le côté nutrition est couvert. On est tous les deux très intéressés par tout ce qui est business marketing. Moi, j'ai le côté technique aussi de l'entraînement, du cardio et autres. Et donc, en gros, le projet, c'est de pouvoir offrir, si tu veux, des modules presque. Tu vois, des modules sur des demi-journées et tu peux venir sur 3 jours par exemple. Du coup, on a 6 modules et il y en a un, c'est peut-être permaculture, l'autre, c'est peut-être profilage physiologique, développement personnel, marketing. Tu viens et t'apprends. Oui, c'est un peu comme des... Voilà, exactement. C'est des masterminds. Mais pas que le training. Sur quelque chose de vaste et qui va pouvoir être adapté selon les besoins du groupe ou de la personne. C'est vrai qu'il n'y a pas encore trop ça. Là, j'ai l'impression que ça explose d'ailleurs sur ce type d'activité un petit peu. Genre, t'envoies... c'est les masterminds sur l'immobilier ou sur des sujets particuliers à Dubaï ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur le sport, il n'y a pas encore beaucoup de choses là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un... Sur le sport, ça reste un training camp où tu vas faire que de la gym ou un training camp où tu vas ça reste assez entraînement. C'est pas transversal du tout. Moi, j'avais fait un training camp où les gens ils allaient se torcher la gueule le week-end. Ouais, c'est vrai. toi, t'as fait force picole et voiture et sauna. Et voiture aussi, j'avais fait. Il y a un gars, je parlais de Pat Davidson avant, un collègue à lui, Dr. Ben House, qui est super calé en nutrition fonctionnelle, qui a ouvert un centre de retraite sportive comme ça au Costa Rica. C'est ça en fait, tu y vas et tu t'entraînes à la salle, tu vas marcher dans la forêt, tu fais des séances vraiment beaucoup plus chill, tu fais du développement personnel et tu as vraiment cette offre qui est très très complète. Alors eux, ils ont l'environnement entre guillemets rêvé ou qui te permettent vraiment de sortir de ton quotidien. Oui, c'est mieux que le centre routier d'ici quoi. Et je pense qu'il y a vraiment on va aller voir les putes nous en marchant. Ça va, c'est pas. Ou à vélo peut-être. Ouais, faut voir. À vélo, ça va être compliqué pour lui. Il prend le truc au milieu là, il va avec la force qu'il a, peut-être que ça peut passer. C'est ça. Donc essayer de. Et je pense, pour moi, passer du temps avec les gens, c'est vraiment important. Je veux dire, rien que ce podcast, de passer du temps avec vous les gars, c'est vraiment super. Et j'adore le digital, j'adore tout ce qui est technologie. Mais l'humain, c'est au-dessus. Et donc de pouvoir développer ces expériences, en fait, pour vraiment pouvoir passer des moments qui sont, où les gens peuvent se développer, mais aussi simplement passer un moment enrichissant, c'est des choses vers lesquelles je tends. C'est pour ça on a parlé un petit peu de l'intelligence artificielle sur les derniers podcasts. Et pour moi, c'est la limite un petit peu l'intelligence artificielle pour l'instant. C'est que ne remplace pas l'humain non plus pour ce qui est des interactions sociales, etc. De ce que tu peux construire quand tu vois les gens en direct, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, je me rappelle juste pour faire une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire, sur les 2-3 training camps que j'avais fait. Donc, en gros, c'est 2 jours de séminaire sur un week-end qu'on faisait à la salle avec un groupe en général, je crois que c'était allé de 8 à 12 personnes. Quasiment les moments que les personnes ont le plus préféré, c'était presque pas forcément les périodes de théorie ou entraînement, mais c'était le soir quand on faisait un barbecue tous ensemble, puisqu'en plus, c'est des personnes qui avaient tous un peu, si tu veux, un point commun avec le sport, le fait de venir ici. Facile de sociabiliser, créer des liens. Exactement. Et au final, à la fin du week-end, il y en a plein qui gardaient contact, ou il y en a d'autres qui étaient rentrés ensemble en covoit, etc. Et je trouve que ce qui ressortait le plus de ce week-end-là, c'était ce côté un peu social, côté échange, partage, plus que l'aspect vraiment j'ai appris sur de la théorie où je me suis perfectionné, qui est tout aussi important, mais c'était moins ancré fort dans leur tête que l'aspect social et partage. Ça va pouvoir faire le lien avec la dernière question, parce que pour moi d'ailleurs c'est la force un peu du CrossFit, c'est d'avoir mis en avant cet aspect communautaire et social qui fait que tu peux avoir un business qui est pas ultra, tu peux avoir une petite salle,
mais avec des adhérents qui restent 5 ans, même si la salle, Ah le oui. coach n'est pas incroyable, Faire même du si matos machin, parce un qu'il peu y a, pourri, il y a une pour- communauté, quoi. On parlait d'avoir le meilleur produit et le meilleur service. Ouais. Et quand tu offres aux gens l'expérience, au-delà de juste la classe, ben, il y a quelque chose. Et Ouais. au final, je pense, on est des êtres sociaux. On est comme ça depuis des dizaines de milliers d'années. On l'a toujours été, on le sera toujours, en tout cas je l'espère. Et je pense que c'est quelque chose, on n'a pas été aidé ces dernières années avec cet aspect-là, mais plus on peut mettre ça en avant et plus on peut se connecter les uns aux autres, et mieux ce sera, je Ok. pense. Et ben on va pouvoir enchaîner après sur la dernière question, sauf si vous en avez après les gars. Mais en gros, justement, on a parlé de CrossFit. Je voulais avoir quel était ton regard sur le milieu du CrossFit français actuellement? Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être sur n'importe quoi, hein, le sport, parle pas de diète, l'aspect parce que là, business, en ce moment, il y a- On va pas parler de diète. Vraiment. Mais voilà, comment tu vois évoluer le marché de l'entraînement fonctionnel dans les prochaines années? a un réussi petit à le peu placer quand même, putain. Ah non, mais à chaque fois qu'on a dit le mot diète, je me suis dit putain, Ouais, moi ça aussi, glisse moi pas. aussi, Ça glisse pas, tant mieux. Non, et voilà un peu ton regard sur le milieu du CrossFit français, peut-être parce que je sais que tu as été un peu aux États-Unis, je sais que tu converses aussi avec des professionnels du sport qui sont dans d'autres pays, etc. Donc voilà, et puis tu vis en Suisse, donc c'est peut-être pas exactement le même. Comment tu vois le milieu du CrossFit français et puis comment tu vois le milieu encore une fois, du functional fitness évoluer dans les prochaines années? Ouais, alors de ce que je vois, hein, de mon écosystème, de ma perspective, c'est vraiment chouette parce que tu as vraiment des coachs qui veulent apprendre. Tu as des coachs qui veulent se développer, qui vont chercher à avoir des compétences même en dehors de leur discipline de prédilection du CrossFit et de vraiment essayer de devenir les meilleurs coachs possibles, point. Pas nécessairement restrictifs au niveau de ce qu'ils cherchent à développer. Donc ils sont curieux, ils veulent mieux faire, ils veulent comprendre et ça peut que mener à de bonnes choses. Ce que j'espère, c'est que dans les années à venir, et ça c'est bon en France, mais de manière globale dans la communauté CrossFit, qu'il y ait une distinction un petit peu plus claire entre le CrossFit, la philosophie d'entraînement en termes de sport santé, préparation physique générale, et l'aspect compétitif du CrossFit. C'est ce que CrossFit essaye de faire d'ailleurs. Alors, Apparemment, d'accord. c'est ce qu'ils ont C'est ce dit, qu'ils disent. essayer de faire ça. Ils veulent différencier le CrossFit sport santé Ouais. et le CrossFit Oui, compétition. mais c'est un peu où, ce qu'il y avait eu avec Glassman à un moment, mais ça n'a pas trop marché. Peut-être je qu'ils sont en crois. train de bosser dessus, mais Je pense ce qui est difficile pour leur donner crédit, on va dire, c'est que la visibilité qu'ils gagnent avec les games, les compètes, c'est énorme pour les box en fait. oui, Bah oui. Donc ils n'ont pas intérêt à dissocier les deux. je pense qu'ils Donc rapportent là- plus de gens dans le CrossFit avec les vidéos de Matt Fraser qu'avec Les ma mère vidéos de clair. mecs qui se veulent des jerrycans de produits de lavage de vitres sur son canapé. Quoi. Ouais, c'est Parce qu'il y pas a eu ça à un évident moment, quand même. niveau business. Et puis c'est des facteurs aussi un peu d'engagement pour, je pense, les gens qui se mettent à faire ce sport-là. Mhm, C'est qui se bien mettent sûr. à faire ce sport-là parce qu'ils ont l'image des athlètes, etc. Donc, En fait, C'est moi, ce dur qui de me surprend, communiquer c'est sur que autre chose. ça fonctionne comme ça dans tous les sports. Ce qui fait qu'il y a plein de licenciés en foot, c'est que tu as des Cristiano Ronaldo. Oui, Qui ouais. est licencié en libre, c'est que tu as des Bien Usain sûr. Bolt. Donc en fait, c'est un système qui n'est. Enfin, Mais dont la je pense validité n'est que plus approuvée. Mais je suis quoi. d'accord avec Sean qu'il faut creuser pour réussir à différencier justement parce que il n'y a pas 50% des gens qui viennent dans une box de CrossFit qui veulent être comme Fraser. non, et ou surtout qui- qu'ils ou le qui- peuvent. ou qui devraient. Et je pense Ça, que il n'y en a pas 1%. au-delà de ce que veut CrossFit, l'entité, je pense que c'est au coach et au box de Mettre un cadre. de faire la distinction et de proposer des services qui vont être dans la lignée de sport santé, monsieur, madame, tout le monde. Et ça veut dire que tu n'as peut-être pas besoin d'aller te mettre la tête dans le mur 4 fois semaine si tu as juste envie de passer du temps avec ta famille et être en forme pour aller jouer avec tes enfants dehors, versus compétition, performance. Parce qu'au final, la philosophie de base du CrossFit, pour ceux qui ont lu les documents initiaux, d'ailleurs tu peux encore les retrouver sur le crossfitjournal.com si je ne me trompe pas, ou journal.crossfit.com, tu as vraiment les documents initiaux qui ont été écrits, qui sont très très intéressants dans les 10 pages ou quoi. Il y a un ou deux trucs où si je veux être pointueux, je dirais ouais, je suis pas trop d'accord là-dessus. C'est pas grave, il nous reste l'autre. Mais Finir là-dessus. de manière générale, je pense que c'est une philosophie de la pratique sportive qui est très très intéressante et qui demande à être mise en avant de cette manière-là. Mais il faut se rendre compte que la philosophie de CrossFit de base et le sport de compétition du CrossFit sont presque antithétiques l'un à l'autre. Oui, bah oui. Parce que tu as vraiment cette dominance de dose effective minimale dans la philosophie du CrossFit. Tu vas faire le minimum possible pour continuer à progresser, mais sans en faire trop. Oui, bah oui. Là où le sport de compétition du CrossFit, c'est Oui, un après, sport de la volume. philosophie, Et combien tu peux encaisser sans crever, c'est un petit peu le nerf oui. de la guerre. Donc, si on arrive à mieux comprendre cette distinction, je pense qu'on pourra mieux servir les pratiquants d'un côté comme de l'autre et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve au final. Ok.
On va conclure parce que sinon c'est les caméras qui vont nous lâcher, les deux. Et en plus, je pense qu'on a bien envoyé. Je voulais te remercier. Moi, j'ai vachement apprécié. Merci à vous, les gars. C'est cool. Et puis, c'est ce que je trouve cool là dans la discussion qu'on a eue, c'est que moi, je me rends compte que tu vis la même chose que nous, ce qu'on peut vivre, mais tu es sur une autre discipline en fait. C'est ça. Tu es entrepreneur, tu es coach, mais tu es sur un domaine d'expertise qui a un chouette différent et c'est complémentaire un peu avec ce que nous on fait. Donc, voilà, c'était top. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On fera une autre vidéo avec Sean qu'on va tourner cet après-midi. On n'a pas encore totalement décidé du sujet, mais voilà, ça sera sur les ergomètres. Ce sera pas de la gym normalement ou de l'haltéro. C'est rameur à un bras, plutôt rameur à un bras. Voilà. Ah, on te va transpirer un petit peu. Là, ça s'adresse plutôt aux adhérents de la salle et peut-être les crossfitters bordelais. Je pense qu'on essaiera de mettre en place un séminaire avec Sean. Comme il en a fait un il n'y a pas très longtemps dans une box à côté de chez nous, CrossFit Frankton. Qu'on salue il y a quelques jours. On va peut-être pas le faire le mois prochain, 2024. mais voilà, peut-être 2024, on va essayer de caler ça. Voilà. Bon, on te remercie beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Boum. Super. Faut taper.